Ouais, je te disais, le mec qui est nul en logo, j'ai découvert après 10 ans sur internet qu'en fait, quand tu télécharges un logo en SVG, tu peux le mettre en blanc. Tu sais, tu peux changer la couleur du logo. Alors, si toi, tu es nul, moi, je savais même pas qu'on pouvait faire ça et j'ai un gros problème avec tous les outils que j'utilise, moi, hein. Ça, c'est une grosse problématique que j'ai dans le business, c'est je suis une pipe avec les outils. Vraiment, c'est une galère, il y a des frottements partout, donc là, pour le coup, les logos à mettre en blanc, j'aurais passé 10 minutes, Ouais, moi, 1/4 d'heure, je c'est pense. c'est un petit truc de perfectionniste, de mettre les petits logos en haut, tu sais, de pouvoir choisir la couleur de tes logos et tout. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui ne savaient pas, moi en tout cas je savais pas. Mais je pense que c'est peut-être récent sur Canva, tu sais, la possibilité de changer, du coup, quand tu mets tes logos en SVG. Et pourquoi les amis, on vous parle de logo aujourd'hui? Bah, tout simplement parce qu'on s'est lancé un petit challenge avec, le Clem, aujourd'hui, qui va être un challenge difficile à mon avis. C'est de classer les Magnificent Seven. Donc c'est le petit nouveau nom qu'on donne, aux GAFAM. Ce sont les 7 actions qui ont le plus performé en 2022. Il me semble qu'elles ont fait, est-ce qu'on va retrouver les stats? C'est quelque chose du genre 40 de la performance en fait, de tout l'indice du S&P 500 a été Ouais, drivé ça, par c'est ces pas. 7 actions seulement, c'est ça? Je sais pas combien c'est la performance exacte, mais c'est sûr que ces 7 boîtes-là ont, largement drivé les indices et puis de toute façon, c'est aussi une critique qui est fait à la performance actuelle du marché américain, c'est que, il est largement drivé par ces 7 boîtes-là, même si, il y a d'autres boîtes, évidemment, mais ces 7 boîtes qui pèsent énormément sur l'indice américain dans sa globalité, ont toutes eu des bonnes performances quand même, même sur les dernières années sur les, ouais, 3, 4, 5 dernières années quand même, hein. Et parce que bon, il y a Facebook qui s'était cassé la gueule, mais c'est quand même bien, bien remonté. Donc ouais, ouais, avoir ce petit jeu, ça peut être sympa là. Ouais, parce qu'on va essayer de les classer du coup les amis, sur un je vais vous partager tout de suite l'écran, pour que vous voyez de quoi on parle. On va pouvoir essayer de les classer en termes de qualité et c'est vrai qu'un truc marrant, tu vois, c'est que pendant longtemps, alors je vais vous partager tout l'écran. Pendant longtemps, en effet, même en 2022, je me souviens avoir écouté des reportages qui disaient, tu sais, c'est la fin, des GAFAM, parce que tu sais en 2022, elles ont pris un petit coup et en fait, on voit qu'en 2023, c'est reparti, de plus belle et du coup, il y a un peu cette question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et en effet, je pense que si tu avais pas de GAFAM dans ton portefeuille, en 2023, tu avais pas une de ces 7 entreprises-là, tu peux te sentir un petit peu, te dire: «Waouh, en fait, j'ai pas du tout performé autant que je devais». Et du coup, l'idée, ça va être aujourd'hui, on va se lancer le challenge de classer, les 7 actions par qualité. Donc on va avoir des débats. Je sais pas ce que tu en penses, mon Clem, je me disais presque qu'on pourrait presque se lancer le challenge. On est obligé, on n'a pas le droit de mettre 2 entreprises au même, rang. Qu'est-ce que tu en Vas-y. penses? Est-ce qu'on Ouais, est-ce qu'on ça peut être marrant s'autorise? parce qu'en plus, il Parce y qu'il y a a 7 plusieurs. rangs, 7 actions. Ouais. Donc ouais, non, chaud, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Surtout, Parce va y avoir, pour les 2 premières places, déjà, j'ai ma petite idée, mais ouais, c'est ça peut être c'est chouette. en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu pourrais en mettre plusieurs au rang S pour te dire: «Bon, bah, elles sont parfaites toutes les 2 et je veux pas forcément les comparer». Mais c'est vrai que si on se force à faire un classement, peut-être que ça va nous forcer à nous poser des questions difficiles, mais c'est des questions qui sont intéressantes. En mode, si je devais en acheter qu'une, laquelle ça serait? Tu vois? Vas-y. Ouais, histoire de Donc, pas je trouve l'exercice. trop perdre de temps, parce que je pense que ça va nous prendre pas mal de temps de faire ce petit exercice sympa. On Ouais. commence par laquelle? Alors écoute, là, j'ai fait le classement, directement, tu vois comment les actions sont classées aujourd'hui en termes de market cap. Donc si je vais, sur mon fichier, tu vois, ici en termes de market cap, je vois qu'on a Microsoft, ensuite on a Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta. Ensuite, on a Berkshire Hathaway qu'on n'a pas mis parce qu'il ne fait pas partie du Magnificent Seven. Ensuite, on a Eli Lilly, pareil. Et enfin, on a Tesla qui arrive à la 9e position. Donc tu vois, actuellement, d'après le marché, le classement, il est comme ça. C'est-à-dire que, c'est un petit peu la manière dont le marché voit ces différentes actions-là. Il considère évidemment que celles qui sont le plus haut, c'est celles que vous allez retrouver du coup plus, quand vous achetez un S&P 500, vous allez les retrouver en plus grande quantité. Et donc le marché estime que bah, généralement, les plus grosses entreprises, les mieux valorisées sont, celles qui sont, voilà, qui ont le plus d'espérance, on va dire, de croissance et de gains futurs pour le marché. Même s'il y a aussi certaines entreprises qui sont valorisés à des multiples moins importants de profit. Donc, il y a aussi des croissances qui peuvent être différentes en fonction de ces différentes entreprises. Mais tout ça pour dire, bah, écoute, on peut commencer par le haut, peut-être avec Microsoft, même si c'est pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on commence par le haut et on descend, ou alors est-ce qu'au contraire, on Non, moi commence je par pense le bas et on remonte? il faut commencer par le milieu, ça peut être marrant, hein. Parce que si on commence par le haut, ça va être, vas-y, on commence par Amazon, Allez, on commence par plein Amazon. milieu, Donc, quel est ton OK? avis? Amazon, tu la mettrais à quel endroit?
Amazon, je la mettrais C ou D, je pense. C ou D, OK. Qu'est-ce qui Parce fait que que pour toi, c'est pas bah, une S tier? en fait, Amazon, c'est quand même un super business et ils sont super smart dans, leur façon quand même de se développer parce qu'ils ont, on parlait de la base client. Ils sont très forts parce qu'ils arrivent à avoir une base client qui est énorme avec leur marketplace. Donc, ils ont beaucoup de personnes qui utilisent la marketplace. Derrière, ils ont réussi à faire un système avec le Amazon Prime qui permet d'avoir accès au streaming avec un système d'abonnement qui fait du récurrent et qui permet aux clients de la marketplace d'avoir des avantages et même d'autres avantages derrière. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, B2C. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais derrière, il y a aussi la partie B2B avec AWS, qui est clairement une vache à lait avec un fort avantage concurrentiel et un fort coût de changement pour les clients qui sont Ouais. chez AWS, parce que tout changer à ce niveau-là, c'est quand même très compliqué. Donc, ils arrivent à la fois à être très forts sur le B2C et sur le B2B au niveau de leur activité. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même des périodes où Amazon a un peu pété les plombs, comme a pu le faire Facebook, mais on en parlera après. Mais par exemple, en 2022, au niveau des. Bon, là, je ne sais pas si on peut monter les phases graphes et tout, mais c'est peut-être pas forcément On va se faire un petit l'objectif tour en même aujourd'hui. temps, Mais il y a eu une sacrée année on va de. Ouais, bon, après, on peut en parler comme ça. De toute façon, je pense que ce sera plus simple. Sinon, on T'inquiète, va je vais devoir tout préparer changer tout le temps. continue, comme ça on pourra commenter aussi un petit peu en même temps. Je pense que ça peut être intéressant qu'on ait les données fondamentales à chaque fois qu'on parle d'une entreprise pour quand même que, puisque là, l'idée, c'est de voir un peu la qualité. Donc, la qualité de l'entreprise est souvent dictée par la qualité du free cash flow, de l'excédent de trésorerie qu'elle est capable de délivrer chaque année. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça en complément si Et j'arrive à pour le charger la coup, page. il me semble que c'est en 2022 où Amazon a fait de très très forts investissements et qui sont repassés sous le seuil de rentabilité, si mes souvenirs sont bons. Et forcément, quand on investit sur une entreprise telle qu'Amazon, surtout qu'ils avaient quand même pris le parti d'avoir une bonne croissance, une bonne rentabilité et que ça sentait quand même plutôt bon au niveau financier, au niveau des chiffres. En 2022, ils ont fait une année qui était très mauvaise. Je crois qu'en 2023, ça a été beaucoup mieux parce qu'ils ont peut-être aussi récolté les fruits de leurs investissements. Mais cette variation au niveau des cash flows et au niveau des résultats, c'est quelque chose qui me gêne. Donc, c'est pour ça que je ne la mets pas plus haut. Ouais, bah écoute, je vais te rejoindre pas mal sur beaucoup de points. Je pense que en force, en effet, tu as des business impressionnants. Donc, AWS, c'est impressionnant parce que on est vraiment sur du B2B, tu vois, où la boîte, elle va commencer à construire en fait toute son infrastructure cloud sur AWS. Et ensuite, pour bouger chez un autre, c'est très compliqué. C'est vraiment, voilà, tu as tous tes serveurs, tu as tout créé sur AWS, donc changer, c'est monstrueux. Et tu payes chaque mois Amazon. Donc AWS, il y a quand même des frais, tu vois, dans le cloud pour tous ces serveurs-là. Il y a du CAPEX qui est nécessaire. Mais derrière, c'est quand même un business qui est très rentable et qui a une croissance de malade. Il me semble que on est au-dessus des 15-20% par an. Donc, c'est exceptionnel. Et en effet, il y a Microsoft qui est vraiment qu'en deuxième position et ensuite Google en troisième, troisième position pour Google. Donc, pour moi, Amazon, leader sur le cloud, il y a moyen que ça le reste. Je pense que ce dont on sous-estime beaucoup, c'est la partie publicité qui est de plus en plus discutée aujourd'hui sur Ouais, Amazon, aussi, puisque ouais. c'est devenu la troisième plus grande régie publicitaire. Et en fait, le gros avantage qu'elle a par rapport à un Google et un Facebook, qui sont Google est premier et Facebook est deuxième, c'est que les gens cherchent directement à acheter quelque chose quand ils sont sur Amazon. Et je crois qu'il y a des stats du genre, un Américain aujourd'hui, 60% des Américains, quand ils veulent acheter un produit physique, ils tapent d'abord sur Amazon avant de taper sur Google ou d'aller sur Meta et de se balader, tu vois, sur les réseaux. Donc, en Ça effet, devient c'est presque deux. un moteur de recherche, quoi. Carrément, carrément. Amazon est vraiment devenu un moteur de recherche et aujourd'hui, de toute façon, même quand tu tapes sur Google, je sais pas, tu tapes stylo à plume, les premiers résultats que tu vas avoir, c'est Amazon aussi. Donc en fait, je pense que là-dessus, ils sont très bons. La publicité, c'est pareil, c'est très rentable. Il y a la partie évidemment, comment dire, produit qui est la partie un peu faible à marge, mais c'est ce qui leur permet de développer tout le reste en fait. C'est parce qu'ils ont ces produits à faible marge que derrière, ils peuvent vendre de la publicité. Et C'est pour d'acquérir ça en que fait une derrière, base ils peuvent faire client l'offre avec grâce à ces Amazon produits. Prime. Ouais, ouais, et grâce à cette variété au niveau des produits de la marketplace, certes, ils sont pas ultra rentables dessus, mais c'est aussi ça me fait penser un peu à un système d'analyse d'action, tu vois? C'est le haut de leur entonnoir, genre en mode,
bah, ils récupèrent quand même une base client assez élevée à ce niveau-là, même s'ils n'ont pas de marges qui sont très élevées. Et derrière, ils peuvent mettre en place beaucoup plus de choses derrière avec beaucoup plus de rentabilité. Donc, niveau business, c'est très fort quand même. C'est plus au niveau de la gestion. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Heu, alors après, tu vois, moi, le choix d'avoir réduit les free cash flow, c'est vrai que sur le coup, tu fais: «Mince», et tout, les mecs, ils commencent à enfin être profitables. Alors, on va montrer du coup pour, que vous voyez quand même de quoi on parle. À chaque fois, on va essayer quand même de commenter toujours, en live, pour que ceux qui nous écoutent en podcast, puissent comprendre. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir l'élément aussi, directement, c'est mieux si on arrive à partager. Voilà, là, je partage l'écran. Tu me confirmes que tu vois le face graph? Ouais, Sans c'est flemme? good. Donc là, en effet, sur le free cash flow, on a une grosse chute en 2021-2022, on est passé dans le négatif. Le truc, c'est que je pense qu'ils se sont retrouvés en fait suite au Covid face à un choix. C'était soit ils maintenaient leur profitabilité, mais en gros, ils n'allaient pas pouvoir gérer l'afflux de commandes qu'il y a eu durant le Covid. Soit ils perdaient en profitabilité, mais ils construisaient en fait tout le réseau logistique pour pouvoir continuer de délivrer avec l'énorme croissance qu'ils ont eu en 2020. Enfin, avec tu vois tout ce qui s'est passé durant le Covid. Donc pour moi, c'est un peu un sacrifice de free cash flow court terme pour quand même, normalement, un gain long terme qui devrait être intéressant. Maintenant, ça fait jamais plaisir et en effet, tu vois, là, ils versent pas de dividendes, mais s'ils versent un dividende, ils auraient été sacrément dans le pétrin de pas pouvoir, tu vois, de plus du tout être profitable en termes de free cash flow. C'est pour ça qu'Amazon, il y en a beaucoup qui aiment regarder aussi le cash flow opérationnel, en fait, c'est-à-dire le cash flow qui vient des opérations. Et tu vois ça fait un résultat complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. ce qui les a foutus vraiment dans le rouge, alors ils ont quand même eu un moins 31% en 2021, mais c'est notamment parce que ce qu'on appelle un retour un peu en arrière par rapport à 2020, qui était une énorme année de croissance, 70% de cash flow opérationnel en plus. Et du coup, ce qui les met vraiment dans le rouge, c'est le CAPEX. Et le CAPEX, on le sait, ça peut être des mauvais placements, mais souvent, c'est quand même des choses qui vont garder une certaine valeur dans le temps. Et moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui avec Amazon, c'est qu'ils sont en train je crois qu'il n'y a pas longtemps, ils ont dépassé FedEx et UPS, tu vois, en termes de livraison. Et donc, ils sont en train de devenir un mastodonte. Et je me demande si ces investissements, tu vois, qui ont été faits durant cette période qui n'était pas facile, qui rend l'entreprise pas forcément profitable, vont derrière, tu vois, pas leur permettre de créer en fait une barrière à l'entrée qui est inatteignable pour plein d'entreprises en fait. C'est-à-dire que Bah, l'économie d'échelle va être personne incroyable. pourra remettre autant de cash et créer l'infrastructure qu'a créé Amazon en fait. Tu vois. Et après, ça se voit au niveau des projections de croissance, hein. Là, quand tu vois bah, plus sur les cash flows opérationnels, je crois que j'ai vu 76% de croissance en 2023. Donc, c'est quand même énorme et ça semble se continuer dans les prochaines années. Donc, Bah là, on a une c'est énorme, tu vois, on a une énorme récupération, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un doute en 2021, et cetera, sur la valo d'Amazon. Et derrière, tu vois, là, on est en train de remonter en fait au plus haut qu'on avait eu atteint en 2021. Et c'est vrai qu'il y a moyen que l'action continue, surtout si finalement, à nouveau, Amazon est capable de montrer de la profitabilité. Ils ont changé de CEO aussi, tu sais, c'était le fameux Jeff Bezos qui a laissé sa place je crois que le nouveau CEO s'appelle Andy. Et lui-même, il a aussi pas mal mis en avant le fait que son but, c'était quand même de retourner à quelque chose de plus profitable voilà, de rentrer dans un stade un peu plus mature où on n'est pas juste en train on réinvestit parce que c'était quand même beaucoup la politique d'Amazon. C'est peut-être en train de changer. Le marché a l'air de plutôt apprécier ça. d'apprécier, ouais. Maintenant, on va voir si ça se maintient. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de se dire, bon, bah, est-ce qu'ils vont pas refaire le coup? Est-ce qui, à nouveau, hein, c'est con, mais ça te fait perdre beaucoup de temps. Parce que si tu achètes ton action comme nous, on l'a fait en 2020, et que tu te retrouves en 2024, bah, tu as quand même perdu 2 ans où tu n'as quasiment rien gagné. Quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que quand même, le prix a tendance à suivre les free cash flow. Et si l'entreprise, tout d'un coup, est plus profitable parce qu'elle réinvestit à fond, tu sais qu'il y a une compression de l'action. Et donc, il faut être vraiment patient pour que ces investissements portent, à mon avis, tu vois, et donnent un vrai retour sur investissement et permettent à l'entreprise de retrouver un prix intéressant sur le long terme. Quoi. 100%. Après, faudra observer ce qui se passe. Déjà, je pense aussi que d'avoir changé de CEO, c'est une bonne chose pour Amazon parce que Jeff Bezos, pour moi, je le mets un peu dans la catégorie des CEO un peu fantasques enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il n'est pas au point de Elon Musk, mais c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup mis en avant, qui est un peu bling bling quand même avec certaines activités qu'il peut avoir. Enfin, tu vois, c'est con, mais là, je pense qu'avec un mec que je connais pas forcément très, très bien le nouveau CEO d'Amazon, mais justement si, il annonce que l'objectif, c'est aussi de retourner à la profitabilité et d'avoir un business plus stable et en fait, qui va se servir de tout ce qu'a mis en place, Bezos et Amazon avant, qui sont quand même, des infrastructures énormes, une économie d'échelle, qui va être très, très difficilement, concurrençable. AWS, la pub, tout ça, ça a été mis en place avant. Mais si lui arrive avec sa touche
à obtenir tous les fruits de ce travail-là pour avoir une profitabilité long terme et que ça continue dans le temps, en fait, tu auras aussi une bonne vision qui va s'appliquer sur une boîte qui va devenir un peu plus mature et qui va attirer de plus en plus d'investisseurs et qui va cracher du cash, quoi. Ouais, carrément. Écoute, moi, je pense que Jeff Bezos, c'est sûr que je pense qu'il avait plus cette mentalité de lancer la boîte et il a pu la faire développer énormément. Peut-être que maintenant, justement, on est en train d'assister à un truc où il est en train de passer le flambeau à quelqu'un qui est un peu plus un gestionnaire, comme ce qu'on a pu avoir finalement avec Steve Jobs et Tim Cook. Et tu vois, et si on retrouve un peu ce format-là où finalement, tu as, on va dire, un entrepreneur de génie qui arrive à créer quelque chose et ensuite un gestionnaire qui arrive à le faire fructifier, ça peut potentiellement donner des bons résultats. En tout cas, on l'a vu sur Apple, ça a très très bien fonctionné finalement le passage de Steve Jobs à Tim Cook. Donc, est-ce que on aura la même chose Il me semble que c'est Andy Jassman qui est le CEO aujourd'hui. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas, ça commence pas mal. Moi, tu vois, en termes de défauts que j'ai notés à Amazon sur mon fichier, je lui ai donné un 9 sur 20. Non, excuse-moi, 11 sur 20 actuellement là. Et ce qui lui pêche un peu, tu vois, le ROS s'est amélioré, les retours sur investissement s'améliorent, notamment sur les dernières années. C'est surtout les marges, mais après, les marges, c'est toujours un peu compliqué parce que justement, le problème d'Amazon, c'est qu'à nouveau, on a des business complètement différents qui se mélangent. Donc, en effet, tu as des marges extrêmement faibles qui viennent de la partie retail, qui est une grosse partie du chiffre d'affaires d'Amazon. Mais on sait aussi que dans Amazon, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui diraient qu'Amazon se vendrait probablement 3 fois plus si c'était splitté en différentes entités. Tu vois, si tout d'un coup, tu pouvais acheter que AWS ou que tu pouvais acheter que la partie publicité. Mais là, tout est mélangé, donc forcément, tu as des marges un peu plus faibles. Le CAPEX, on en a parlé, 61% de dépenses en CAPEX, donc c'est assez important. Et aussi, un truc qui m'a choqué, 75% du free cash flow qui part en compensation salariale. Donc, encore aujourd'hui, même si le free cash flow est en train de s'améliorer, on a encore une énorme partie de ce free cash flow-là qui part dans les poches des salariés, en fait, qui ne tombent pas dans la poche des actionnaires. Donc, je pense que c'est en effet encore peut-être un petit peu jeune. Évidemment, on n'a pas de dividendes. On a pas mal de dettes. On a aussi des actions. On n'a pas beaucoup de rachats d'actions. Quoi dire que pour moi, c'est vraiment en effet une boîte qui est en train de transitionner d'un statut où elle était plus en mode on se développe, on paye bien nos employés, on met énormément dans le CAPEX, on met énormément, finalement, on émet des actions pour se développer encore plus vite et on s'endette. Et peut-être que là, c'est le moment où justement, on va avoir peut-être cette Il va y avoir transition qui va la rendre. ouais, ce shift. Et toi, ce qui est très intéressant aussi, je regardais les marges vite fait et on voit que la marge brute a tendance plutôt à augmenter. Alors que marge d'exploitation et marge nette ont plutôt tendance à avoir beaucoup chuté en fait cette dernière année et enfin c'était en 2021-2022, mais alors que la marge brute continue d'augmenter. Donc c'est con, mais ça montre encore une fois qu'ils ont beaucoup de frais d'exploitation et que en fait, ils crament beaucoup de cash et qu'à partir du moment où tout est en place et que, ils ont plus besoin d'investir autant et d'avoir autant de frais, ça peut devenir un sacré rouleau compresseur. Après, je savais pas pour, autant de rémunération pour les salariés avec, stock option et tout ça, c'est quand même Ouais. énorme, hein. En vrai, Mais moi, c'est bon, vraiment une boîte qui me chauffe beaucoup. J'attends juste, tu vois, de voir un peu des meilleurs chiffres. Et ça, c'est un conseil qu'on peut peut-être donner aux gens, c'est que des fois, si vous voyez une action, hein, vous êtes convaincu que c'est vraiment une belle boîte et qu'elle a des forts avantages compétitifs, mais que les chiffres ne rejoignent pas finalement votre histoire, peut-être que la solution, c'est juste d'attendre, d'être un peu patient. Alors, tu as toujours le problème, c'est que si Amazon prend, même moi, je me disais, putain, Amazon n'est vraiment pas cher en 2021, et tu vois, tu te dis, merde, tu passes à côté d'un x2. Mais le truc, c'est que la patience d'attendre que les chiffres confirment ton histoire, ça te permet aussi de prendre moins de bêtes risquées, je pense. Parce que le après problème, c'est que si tu te positionnes, c'est vraiment jugé. Pour moi, Amazon, c'est parfait en termes de douve. Vraiment, je me dis, c'est parmi les meilleurs business du monde. C'est plus que les chiffres ne correspondent pas encore parce qu'il y a encore mais énormément de le souci surinvestissement. qu'on a avec, justement les chiffres, c'est que la plupart du temps, les chiffres, ils sont en retard. Et ça, c'est un petit souci qu'on a, c'est que, aujourd'hui, la plupart par exemple, si tu prends les chiffres annuels, tu peux avoir, quasiment un retard de 1 an, par rapport à l'instant T du business, tu vois? Et c'est con, mais c'est aussi pour ça que l'analyse fondamentale et qualitative est très, très importante. C'est parce que justement, tu peux observer la tendance et avoir aussi des hypothèses qui vont te dire: «Bon OK, beh, peut-être qu'en fait, les chiffres actuels sont moins bons que ceux qu'on va avoir dans quelques temps parce que, X ou Y raison». Mais c'est le problème des chiffres et ça, tu vois, c'est quelque chose sur lequel, je réfléchis et que j'arrive pas à trouver une réponse. C'est à quel point, en fait, on fait confiance aux chiffres pour prendre une décision d'achat parce que justement, avec ce délai de retard, peut-être que, elle est déjà bonne à acheter, mais on attend une confirmation, quoi. Ben, écoute, moi, j'en ai beaucoup parlé du coup sur la vidéo, tu sais, que j'ai tournée sur la valo. En fait, la valo, tu te bases que sur les estimations futures. Donc, tu n'achètes pas les free cash flow qu'a fait l'entreprise cette année.
enfin, tu peux te baser en partie sur cette année. Moi, tu te bases évidemment sur aujourd'hui combien elle a réellement, et tu peux te baser sur son historique pour savoir la qualité et les chances qu'elle a de continuer de faire de la croissance. Mais finalement, ton calcul, il est surtout dans 5 ans, combien elle aura de free cash flow, dans 10 ans, combien elle aura de free cash flow. Donc, on est toujours dans le futur. Le problème que tu as avec Amazon, c'est que il y a des prévisions qui sont très élevées, mais historiquement, ça a été un peu shaky, quoi. Donc, du coup, ça rend un peu plus compliqué les prévisions. Et tu sais en même temps que si tu attends qu'il y ait un gros historique, l'action aura probablement monté entre-temps. Donc, il faut C'est savoir, ça. je pense, se décider. Je pense que quand une entreprise n'a pas encore généré du tout de free cash flow ou qu'elle est dans le négatif, c'est compliqué à acheter. Quand elle commence à en générer, qu'elle va de plus en plus logiquement en générer et qu'elle a quand même des douves pour elle qui devraient l'aider, et que tu as un CEO qui a aussi cité cet objectif-là, ça peut être une action intéressante. Bon, mon Clem, je pense qu'il faut qu'on enchaîne parce Ouais, que si on fait 20 sinon ça minutes va sur être chaque boîte, on est… très, 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 très long. Mais en même Bon, temps, du coup, Amazon, je pense que c'était peut-être une des plus complexes par son profil, je pense. tu la Qu'est-ce qu'on fait mettrais où, du ensuite? On coup? part sur quoi? Tu la mets où, du coup? Sur la tier list? Alors, écoute, on va la laisser pour l'instant la position que tu as dit. Donc, on l'a mis en S. Donc, en fait, c'est S. En fait, il faudrait que je change parce que c'est là, on n'est pas parti du coup sur un S, A, B, mais on est plutôt parti sur 1, 2, 3. Non, Écoute, pour c'est l'instant, en C ou D. donc, Quat- en gros, tu vas la mettre il y a 7 positions. Tu la mets là, on est parti sur la 4e position. Quatrième, ouais. Quatrième position. Écoute, on va voir. Je pense que ça va devenir de plus en plus clair, plus on va en rajouter, quoi. Vas-y. Tu réaffiches le canevas, vite fait? Ouais, bouge pas, je vais te le partager. Qu'est-ce que tu veux faire comme prochaine action? Euh, Allez, on part tout en bas, on part sur Tesla. Allez, c'est parti. Tu le vois bien là? Ouais, c'est good. Alors Tesla, écoute, moi je pense que clairement, pour moi c'est fin de classement, et donc un peu je vais rejoindre un peu les ETF là-dessus. Je pense que je suis pas non plus un grand fan d'NVIDIA, mais ah, ouah, je pense que je mets Tesla au-dessus d'NVIDIA, ce qui peut peut-être faire Ah débat. ouais? J'ai l'impression que Tesla, il y a quand même un effet de… J'ai l'impression que Tesla, c'est le… D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la news, mais Apple a décidé d'arrêter sa L'Apple Car, voiture. ouais. Tu sais, ils avaient projet de faire l'Apple Car, ils ont décidé de pas la faire. Et donc, c'est quand même une bonne news pour Tesla. Pour moi, je sais pas si tu as remarqué, mais quand je suis notamment un mec, enfin, tous les mecs qui sont fans, les YouTubeurs, tu vois, qui sont fans d'Apple, ils sont aussi fans de Tesla généralement. Donc pour moi, Tesla, c'est un peu la voiture Apple de toute façon. Donc pour moi, Apple n'avait pas forcément sens de chercher à concurrencer Tesla là-dessus. Et je pense que Tesla a vraiment, pour elle, quand même, un branding qui est fort. Je pense qu'elle est dans une industrie qui est très compliquée. Mais bon, Apple était aussi dans une industrie compliquée avec le smartphone, finalement, et s'en est quand même très bien sorti. Donc pour moi, Tesla, parce qu'il y a le branding et parce qu'il y a un attachement des gens auprès de la marque, j'aurais tendance à la mettre au-dessus de Nvidia, quoi. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ben, moi, je pense que Tesla, c'est quand même un très beau business. Mais comme toi, je pense qu'il y a quand même pas mal de limites. Certes, les produits sont très bons et de ce que j'entends aussi, de ce que je vois, les produits sont de mieux en mieux. Au niveau de la finition, au niveau de vraiment, l'utilisation, quotidienne et vraiment du produit en lui-même, des voitures, elles sont de mieux en mieux. Donc ça, c'est plutôt un point très positif parce que ça veut dire qu'ils s'améliorent au niveau du produit et que la satisfaction client va augmenter. Et je crois qu'aujourd'hui, Tesla, en France, le modèle Y, c'est un des modèles les plus vendus, aujourd'hui. Parce que niveau rapport qualité-prix sur l'électrique, c'est quand même Ouais. assez excellent, hein. Je crois qu'un modèle Y aujourd'hui en France, c'est 42 000 €. Donc pour avoir l'équivalent, sur d'autres bagnoles, putain, je crois que bon, je dis peut-être des conneries, mais je crois qu'une Zoé, c'est 25 000 balles peut-être? Une Zoé, genre, Ouais, c ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils ont beaucoup baissé les prix quand même. ouais, Alors c'est le problème et aussi ils de les toutes les changent très voitures, c'est souvent. que tu as besoin de financement, en fait, tu vois? Du coup, si tu as besoin de financement, c'est lié au taux d'intérêt, donc ça, j'aime pas trop moi en termes Ouais, de business. J'aime bien quand c'est des produits que tu peux acheter. Tu vois, un iPhone, tu peux l'acheter, sans avoir besoin d'aller faire forcément un emprunt. Le problème de Tesla, en effet, c'est qu'il y a des emprunts, et du coup, on a vu des baisses, tu vois, du prix de la Tesla. Les modèles ont baissé de prix, et j'avoue que ça, c'est un truc qui me fait un peu peur pour une marque qui se veut un peu haut de gamme quand même. ouais, Je sais pas ce que tu en penses, mais Apple a mais jamais baissé le prix de ses iPhones, tu vois? Donc c'est vrai que je me ouais suis… et surtout qu'en fait, ils changent très souvent donc tu as une cohérence au niveau des prix qui est assez étrange. Genre des fois ça baisse, des fois ça monte. Enfin, tu peux te connecter deux fois en 2 mois sur le site de Tesla et tu vas pas avoir le même prix affiché, tu vois? Donc ça, c'est un peu bizarre et je pense que ça peut apporter, un peu de confusion, par rapport au client final de Tesla et après, moi, ce qui me gêne aussi chez Tesla, bon certes, ça peut être, lié au taux d'intérêt mais
Bon, moi, ce qui me gêne, c'est Tesla, c'est Elon Musk, hein. Clairement, moi, Ouais, je tu en peux avais pas parlé dans aujourd'hui le ouais, je peux pas investir sur une boîte, gérée par Elon Musk. Même si c'est un méga génie, qu'il est très fort, c'est quand même un mec qui, sur un tweet, peut, te faire, pumper ou te faire, te démolir l'action, genre, sur un tweet, tu vois? Il te dit, «Je vais mais acheter du surtout bitcoin, que je vais acheter du dogecoin». C'est un peu tu as l'impression qu'il joue. ouais. Enfin et en soi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu, tu vois? OK et il est très fort, il a développé des très bonnes boîtes, mais moi, en tant qu'actionnaire derrière, je suis pas prêt personnellement, hein, c'est mon cas, hein, à accepter ce risque-là. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas le c'est disons qu'il arrive à toujours faire parler de lui, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais des fois, ça peut se retourner contre lui quand, va y avoir vraiment un débat et il va vraiment avoir des il y a notamment, sur Twitter, il y a pas mal de grandes boîtes qui ont dit: «Bon, j'arrête de faire de la pub sur Twitter parce que je suis pas du tout d'accord avec les propos que tient son Ouais. CEO», quoi, tu vois? Donc, c'est vrai que un peu compliqué. Je pense que si tu veux faire, typiquement comme Facebook et tout, je pense qu'il faut être assez, clean, tu vois, sur l'image publique que tu renvoies si tu veux garder des annonceurs. Et c'est vrai qu'on voit que ça a posé souci sur la partie Mais, Twitter pour Elon Musk. Sur Tesla, peut-être un peu moins. Je ne sais pas s'il y a des. De toute façon, c'est un achat tellement aussi gros, une voiture que je pense pas que tu rends ta voiture si suite à un tweet de Elon Musk ou tu vois. ouais, mais c'est pas Mais forcément ça qui me gêne. C'est plus, tu vois, toutes les décisions qu'il peut avoir par rapport aux cryptos et aux placements qu'il va avoir là-dessus. Il y a 2 ans, il y a que en 2021 ou en 2020-2021, quand il faisait avec le Dogecoin qu'il jouait, qu'il en achetait avec Tesla, qu'il en achetait enfin, je sais pas, tu vois? Genre, tu gères une ouais, ouais, boîte à ouais. Tu sens plusieurs que la milliards de gestion, ballots, tu as tous en les effet, actionnaires derrière. Les actionnaires, ils sont pas là pour subir le fait que tu as envie de jouer avec du Dogecoin et que tu as envie que les Tesla soient payés par cette crypto-monnaie-là, tu vois? Genre, c'est pas un jeu. Pour moi, c'est pas un, tu peux t'amuser avec ton argent personnel, tu t'amuses pas avec l'argent, des gens qui te l'ont confié et ça me gêne et tu vois, je rebondis sur le fait parce qu'on en a parlé avec Joe dans le podcast, que j'ai fait avec lui. Je suis pas certain et je le rejoins un peu sur ce qu'il avait dit. Je suis pas certain que la médiatisation d'un CEO soit si positive que ça, tu vois? On en parlera, mais Satya Nadella de Microsoft est pas trop médiatisé, on le voit pas trop et pourtant, c'est un des mecs qui est un des plus smart au niveau des GAFAM, genre, il est en train de mener Microsoft, d'une main de maître et pourtant il est pas trop médiatisé. ouais. Je sais pas ce que tu Non, en mais penses? c'est vrai que c'est Ça amène à probablement des parce que risques c'est pas le supplémentaires en fait de la créateur et qu'à médiatisation. nouveau on est plus sur quelqu'un qui est dans l'opérationnel, dans le day to day et c'est vrai que c'est moins du coup, on en parle moins. C'est aussi probablement parce qu'il fait pas partie des plus riches du monde, tu vois? Donc il y a aussi beaucoup ce truc de, quel est l'homme le plus riche, les milliardaires et tout. Il y a que Warren Buffett qui est arrivé à gagner beaucoup, beaucoup d'argent et qui est arrivé à garder, on va dire, un truc, assez clean. Les autres souvent, bon, il y a aussi ce que racontent les médias, donc il faut voir un peu l'impact que ça a. Et en effet, toujours pareil, le profil, est-ce que le profil qui crée la boîte est vraiment le bon profil pour continuer de la faire grandir? Souvent, il y a quand même un passage de flambeau au bout d'un moment de l'entrepreneur vers plutôt un profil peut-être CEO de gestionnaire, sachant que c'est souvent quand même des gars qui sont, voilà, qui sont depuis 10-20 ans dans l'entreprise pour en reprendre les rênes. On va essayer de partager aussi le petit face graph qu'on aille voir sur Tesla ce que ça donne. Tu vois mon écran ou pas Ouais, good. Donc, avant d'afficher le prix qui est parti en steak, on voit ici les earnings. Donc, c'est pas trop mal. On voit une grosse croissance, mais un gros ralentissement du coup pour 2023. Si on va se mettre en free cash, je pense que on va avoir à peu près la même chose, tu vois. Ouais. Et si on met le prix, on voit que on avait quand même vraiment un côté bulle spéculative. Voilà, il n'y avait jamais un prix. On a atteint 296 de PER ou de PFC plutôt ici. Putain, tu vois, ça c'est le chute de 2020. T'imagines? Genre, Ouais, sais, c'est la, une, la, la, la baisse de Covid, tu te dis par rapport à ce qui s'est passé derrière en 2021-2022, c'est assez incroyable. Donc, en effet, bon, normalement, on n'est pas censé parler de prix. Là, on va essayer de se concentrer plutôt sur la qualité du business. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué d'investir dans des boîtes qui ont une telle volatilité et une telle anticipation de résultats futurs comme Tesla. Du coup, mon Clem, qu'est-ce on se le met là pour l'instant? ouais, si, c'est pas trop mal, je pense. Allez, et on enchaîne. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est à toi de choisir. Allez, on part sur Apple? Allez, on part sur Apple. Bon, on l'a dit la dernière fois dans le podcast, on est tous les deux quand même, on a fait un gros pavé sur Apple, tous les deux assez fans. Tu la mettrais où, toi? Ouais. Je la mettrai pas en 1 parce qu'aujourd'hui en 1 pour moi il y a quelqu'un d'autre. Hem, en 2 ou en 3.
Et On peut la laisser en 2 pour l'instant et puis on va voir ce qui se passe. Mais ouais, en effet, Apple, l'inconvénient qu'on a peut-être aujourd'hui, c'est que, il y a quand même une question de croissance qui ralentit un petit peu en ce moment. Ça fait, 1 an, je crois que les ventes augmentent pas. Donc on est en train d'avoir une entreprise qui est peut-être en train d'atteindre un stade de maturité ou du moins qui doit chercher des nouveaux relais de croissance. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que, la question qu'on se pose, c'est est-ce que, finalement tout ce qui est en train d'être développé aujourd'hui sur la partie service, toutes les parties, tu vois, tout ce qui est sur le casque, et cetera. Est-ce que ça va permettre à l'entreprise de grossir ou est-ce qu'elle a atteint un stade où en fait elle était déjà tellement grosse que ça va être plus compliqué d'aller chercher ouais. ce 10-12% de croissance qu'on aime bien. C'est peut-être ça le gros challenge d'Apple aujourd'hui, ça va être sa taille par La rapport à taille d'autres boîtes. et le transfert entre, le hardware et justement les services. Parce qu'il se fait quand même depuis un petit moment, hein. J'ai regardé il y a 10 ans, il y a quasiment plus de 60 du chiffre d'affaires d'Apple qui était généré par les iPhones et aujourd'hui, c'est descendu à quasiment 50. Donc mine de rien, les iPhones prennent de moins en moins de place dans le chiffre d'affaires. Il reste quand même très important. Il faut aussi dire que, bon, je pense pas avec tout ce qu'ils ont créé, l'écosystème et cetera, que l'iPhone, ça s'arrête, dans quelques années. Je pense que c'est encore là pour, de très, très nombreuses années et on en avait déjà parlé la dernière fois, mais il y a tout, l'écosystème, tous les fans d'Apple. Aujourd'hui, tu dis: «Tu as un iPhone», si tu as, je sais pas, un Wiko, tu dis pas, «Je suis fier d'avoir un Wiko», tu vois? Aujourd'hui, tu es quand même plutôt fier d'avoir un iPhone et tu es content, d'avoir ce produit-là. Ils sont arrivés à créer un truc, je crois que moi j'avais dans mon analyse, c'était 90% en fait des gens qui ont un iPhone, ne se verraient pas changer de téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses même pas, tu vois, quand tu te dis: «Je vais me prendre un nouveau téléphone», tu réfléchis pas, tu te dis: «Bah, c'est forcément je reste, chez iPhone» et donc ça, c'est une grosse force et en effet, ils arrivent à continuer la monétisation, en créant un abonnement finalement à travers toutes les autres solutions que tu vas utiliser. Donc tu vas utiliser Apple Pay, ils vont récupérer un pourcentage. Moi, je crois beaucoup à ça en fait, c'est vrai, le développement des services, c'est-à-dire du coup, pour toute ta vie numérique, tu as tendance à acheter tous les produits Apple. Donc, tu achètes la montre, tu achètes le téléphone, tu achètes le Mac. Donc, plus ou moins, il y a des gens qui vont acheter que l'iPhone, qui est quand même le truc principal. Mais souvent, tu vas avoir des gens ensuite qui vont compléter avec l'iPad, etc. Et Apple a toujours su faire en sorte que ça marche un peu mieux si c'est le même truc. Tu vois. Donc, ça te donne un peu envie, une fois que tu as l'iPhone, te dire ah, c'est quand même mieux de prendre un Mac. Surtout qu'ils ont aussi fait des gros progrès en termes de Mac. Aujourd'hui, c'est vraiment des bêtes compétitives Ouais, c'est par ouf. rapport à. Donc ça, aussi, c'est un gros avantage. Et je pense que la monétisation va continuer avec, voilà, ils ont quand même un peu, comme d'autres GAFAM, ils ont aussi un peu les séries, ils ont un peu aussi beaucoup tout ce qui est jeux, ils ont un peu Apple One qui est un peu leur espèce de bundle où tu vas pouvoir avoir pas mal de choses. Donc en effet, cette partie service, moi je crois beaucoup qu'on va continuer d'acheter de la tech chez Apple, mais c'est pas là où elle va vraiment gagner de l'argent. Comme Amazon ne gagne pas de l'argent quand tu achètes des produits sur Amazon, Amazon gagne de l'argent grâce à Prime. Et je pense Ouais. que Apple va gagner de l'argent grâce à l'App Store, grâce à voilà, tout ce qui gravite autour. Et maintenant, va falloir voir. J'ai vu sur le forum, on a quelqu'un qui a posté un article comme quoi il y avait des gens qui rendaient leur Vision Pro. Et c'était un peu de dire, mais regardez, Apple, ils ont foiré, le Vision Pro ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'ai répondu et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut faire attention parce qu'un produit n'est jamais parfait au premier lancement. Et tu le constates quand ils ont lancé l'Apple Watch, c'est pareil, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, c'était un peu, il y avait plein de soucis, même le premier iPhone, il y avait plein de soucis. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de voir comment ils arrivent à itérer et rendre. L'idée, c'est que au bout de la 4e, 5e version, le Vision Pro devienne un truc mainstream que beaucoup de gens achètent, quoi, tu vois. Mais là, la version 1, on sait que ça va être rempli de bugs et que les seuls gens qui vont l'acheter, c'est vraiment les gens qui sont des passionnés, tu vois. Donc c'est un peu comme Tesla qui lance au début un modèle luxueux et petit à petit qui se dirige de plus en plus vers du haut de gamme, enfin tout en restant haut de gamme, mais en s'adressant à beaucoup plus de gens. On va voir si c'est ce que va suivre le Vision Pro et est-ce que ça va permettre à Apple d'aller chercher ces pourcentages de croissance qui sont importants pour qu'elle garde cette place élevée dans notre classement. Ouais, parce que je pense que de toute façon, le business est excellent et le restera, mais comme tu dis, est-ce que ça va suffire aujourd'hui pour aller chercher toujours plus de croissance? C'est là un peu le point d'interrogation parce que sur le hardware, il y a pas de repeat, très très fort, tu vois? Une fois que les gens, ils ont acheté un iPhone, surtout aujourd'hui, j'ai quand même l'impression il y a quelques années, je sais pas autour de toi, mais j'avais l'impression que les gens, ils changeaient d'iPhone presque tous les ans. Genre, moi, j'avais des gens autour de moi, ils changeaient quasiment tous les ans parce qu'il y avait des quand même des sacrés steps entre, Ouais. les générations. Aujourd'hui, les steps, ils sont quand même plus rétrécis. Donc certes, les modèles sont mieux mais moi, tu vois, je le changeais très régulièrement avant. Là, ça va faire 3 ans et j'ai jamais autant gardé mon iPhone, que depuis, ce dernier achat que j'ai fait. Donc il y a moins de repeat pour Apple. Derrière, on voit que les ventes au niveau des hardware prennent de moins en moins de place vis-à-vis des services. Mais est-ce que leurs services sont les meilleurs aujourd'hui? Tu vois? Aujourd'hui, je pense à du streaming,
Je pense pas à Apple TV+ ou Apple, truc comme ça. Je pense aux jeux, Non, je pense mais pas non mais plus à Apple. Mais ouais, alors jeux mobile un peu plus, tu vois? Parce que tu vas souvent oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui jouent sur mobile et donc en fait, à partir du moment où tu l'as téléchargé sur l'App Store maintenant on l'a vu, App Store, ils peuvent se faire embêter, c'est une grosse partie. Apple ne dévoile pas en fait la répartition de la partie service, mais en fait, il faudrait vraiment creuser, quel est le pourcentage qui vient d'Apple Pay? Parce qu'Apple Pay, moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un iPhone et donc il y a de fortes chances que tu as un iPhone, au bout d'un moment, tu vas installer Apple Pay parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et donc à chaque fois mmh, que tu vas payer, Apple va récupérer une petite commission et ça c'est magique, tu vois? Parce que c'est vraiment le même business model que Visa et Mastercard, sauf que Apple, c'est juste parce qu'ils ont l'iPhone qu'ils peuvent se permettre de faire ça, tu vois. en plus. Donc moi, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. L'App Store, je pense que les gens vont continuer. Alors, il paraît qu'il y a des lois européennes qui vont obliger Apple à justement devoir finalement avoir un autre App Store qui est pas comment dire, qui est pas en Europe, mais qui est enfin qui est autre que Apple. Mais là, au nouveau, je pense que les gens tu vois, par facilité, ils continueront d'installer via l'Apple Store et donc ça continuera de rapporter quand même beaucoup d'argent à Apple. Donc je pense qu'à nouveau, c'est une fois que tu as l'iPhone, tu as envie quand même d'installer des apps et donc Apple pourra Mmh. continuer de prendre un petit peu des commissions là-dessus sur toute l'utilisation que tu fais du smartphone derrière. Je pense que c'est là-dessus qu'il y aura beaucoup de choses et Ouais, l'upgrade d'hardware, je suis d'accord avec toi, ça sera probablement moins fréquent que ça a pu l'être par le passé, en fait, sauf c'est peut-être sur des nouvelles catégories de produits, quoi. qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus aujourd'hui qui pourrait leur, redonner un gros vecteur de croissance, tu vois? Parce qu'en fait, là, tout ce qu'ils ont mis en place, tout l'écosystème et tous les services avec, le repeat au niveau de l'App Store et tout ça, bah, en fait, ça, c'est en place et on a déjà les résultats qui sont, aujourd'hui. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont faire une énorme croissance. Ça va peut-être croître, à peu près, je sais pas, entre 5 et 10 par an, de manière assez régulière. Mais est-ce que c'est ça qui va leur apporter le step supérieur pour retrouver un peu plus de croissance et aller chercher plus? Bah, en fait, non, parce que enfin, c'est mon avis, mais on a déjà les résultats de tout l'écosystème qui est en place. Donc là, il faudrait qu'ils trouvent un autre truc qui va leur permettre, d'aller, chercher, autre chose. On avait parlé de la publicité Après la dernière fois, Après, je Apple a sais pas beaucoup de comment ça se passe, pricing tu vois? power aussi et je Ah sais oui, oui, qu'ils veulent faire très attention à l'expérience client et je pense qu'ils ont raison de faire ça justement sur la pub, de pas y aller trop fort parce que, je pense que c'est ça qui dégrade aussi l'image que tu vois? Ils sont plus positionnés pour justement, nous défendre de la publicité. Mais en effet, je pense qu'ils ont beaucoup de pricing power donc typiquement s'ils augmentent de 1 l'abonnement, qu'ils ont sur iCloud ou tu vois? Des petits trucs comme ça peut faire gagner énormément, de free cash flow tellement ils ont d'argent, ouais. d'inscrits aussi dans l'écosystème et il y a plein de gens que finalement ça dérogera pas au bout d'un moment, tu vois? C'est ça aussi, c'est chaque génération d'iPhone, il y a le prix qui monte aussi. Donc, l'augmentation de prix, elle se fait sur l'hardware, mais je pense qu'elle se fait aussi sur le software. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que ces augmentations de prix, je pense qu'elles peuvent permettre de générer de la croissance. Est-ce qu'elles peuvent permettre de faire x2, enfin, tu vois, de générer des croissances à 15-20% par an? Plus compliqué. Et là, il va Ouais. falloir aller chercher d'autres choses probablement. Mais c'est vrai que c'est une entreprise, tu as du mal à pas l'acheter parce que tu te dis, il y a un tel écosystème que c'est pas forcément l'entreprise qui grandira le plus vite, mais c'est l'entreprise qui grandira quoi qu'il arrive. Quoi, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est ça que vont chercher Ouais, mais je pense qu'il faut juste, en tant qu'actionnaire, se dire qu'aujourd'hui, Apple, ce n'est plus une boîte de croissance comme ça a pu l'être par le passé. C'est une boîte qui est plus mature et qui, fonctionne très bien, qui est, très, très bien implantée, qui a un avantage concurrentiel énorme, qui fait des produits qui sont magnifiques, que tout le monde que tout le monde apprécie, que la majorité des clients apprécient et ça dans tout l'écosystème. Donc c'est aussi, enfin, c'est acceptable. Enfin, moi, ça me va très bien d'avoir une boîte comme Apple avec les résultats qu'ils ont et l'avantage concurrentiel qu'ils ont, avec une croissance un peu moins élevée. Et puis voilà, quand on voit en 2020 la croissance qu'il y a pu avoir au niveau Bah là, des... on est encore, tu vois, bon, historiquement, on a des très bons chiffres. On a une baisse, en effet, en 2023, -8%, mais tu vois, on est sur des estimations quand même entre 11, 9 et 7. Il me semble que l'estimation long terme, c'est plutôt 11% pour Apple. Donc, ça reste pas vraiment pas dégueu non plus. Donc, Non, c'est c'est ça très qui est bien. intéressant, c'est qu'il y a une sécurité et il y a un prix en ce moment qui est assez proche finalement que de celui qu'on peut avoir sur le S&P 500, même si ça c'est un peu augmenté quand même. Fais voir si on se met peut-être le prix. On voit vraiment, ouais, il y a eu quand même un cap qui est passé entre toute cette période-là où on considérait que c'était juste du hardware et on était sur des PER très faibles. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, ah ouais, en fait, il y a quand même toute la partie service, il y a quand même un écosystème, ils ne sont pas prêts de se faire embêter. Et là, on voit que forcément, il y a eu C'est quand même un marrant, développement qui est bien bon. de voir la différence des courbes entre, Tesla et Amazon qu'on a vu juste avant et là, la courbe d'Apple parce qu'en fait, on se rend compte que le prix, il est quasiment tout le temps en dessous de la courbe des free cash flow, alors que c'était l'inverse pour les Ouais, 2 boîtes précédentes. Comme si on pensait que Apple était
peut-être moins. Ouais, et qu'on donne une moins bonne valeur à Apple, tu vois? Après, fais attention parce qu'en fait, Graph place la courbe à différents taux. Tu vois, là, elle est à 30 parce que sur la période sélectionnée, donc on est sur le max, tu vois qu'on est à 36% de croissance. Donc en fait, il capte Ah au yes. maximum à 30, mais il se base sur la croissance historique. Alors que tu vois, je ne sais pas si c'était le cas quand on était sur Tesla tout à l'heure. Il faut faire attention avec cette courbe orange parce que ça peut justement te biaiser un peu. Tu vois, Tesla, la courbe orange, là, elle est à 24 par exemple. On va se mettre sur le voir. Et donc, du coup, voilà, tu vois, là, elle est à 26,53. Donc, en fait, tu peux pas comparer toutes les courbes Ouais, oranges plus par basse, ouais. rapport aux autres. C'est ça que tu peux te mettre, tu vois, si tu te dis, Non, mais allez, par je non, me mets une courbe c'est à plus, 25. comparer la courbe des prix par rapport à la courbe orange. Et là, on voit que c'est largement au-dessus. Pour, Amazon, c'est largement au-dessus aussi. Alors que pour Apple, bah, il y a quand même une corrélation qui est plus forte et elle est souvent, en dessous de la courbe des free cash flow. Ouais, carrément. Mais du coup, cette courbe des free cash flow, tu vois, ça dépend à quel multiple tu la places. Si tu la places à 30, là, tu vois, je l'ai placée à 25. Et en effet, on voit, ça peut être intéressant toujours d'avoir la courbe orange à 25. Ça, elle reste à 25, peu importe. Alors, c'est mieux quand même de mettre la courbe orange. Pourquoi je ne l'ai plus là? Voilà, juste ici. Mais tu vois, du coup, c'est. Ouais, non, en vrai, c'est une boîte qui a été sous-estimée pendant longtemps et qui aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de majorité que d'autres boîtes qu'on a sélectionnées en classement. Et c'est peut-être pour ça que, du coup, pour l'instant, on la place à la deuxième position. On continue, mon Clem. Il nous reste Yes. 4 boîtes. Tu vas attaquer par quoi? Heu, Vas-y, on va se garder, vas-y, Microsoft. Comme ça, après, on se garde un Allez, peu Microsoft. le J'imagine que bon, tu voulais la placer en premier, non? Qu'est-ce que ouais, tu. je pense que je la place en first, ouais. Ok. Est-ce que tu peux détailler un peu pourquoi? Hem, Bah, en vrai, j'ai moins étudié la boîte que les autres, pour être tout à fait franc. Mais, au niveau de la gestion de la boîte, ça a l'air quand même, très solide. Après, je t'avoue que je connais moins le business de Microsoft que celui d'Apple parce que c'est moins ce que j'utilise. Eh Mais, oui. mais ouais, donc, Ça, c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup me baser aussi sur moi, les produits que j'utilise. Et c'est vrai que Microsoft, du coup, la seule chose que tu as en tant que B2C, ça va être la Xbox, etc. Qui est pas, tu vois, la partie gaming, c'est pas leur partie la plus forte. C'est même la partie la plus faible, en fait, la partie gaming. Bon, ils ont racheté Activision Blizzard. Donc aujourd'hui, dès que tu joues à un jeu Warcraft ou Diablo, tu sais que tu leur fais gagner un petit peu d'argent aussi. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que Sony avec la Play et Nintendo avec la Switch sont quand même devant en termes de jeux vidéo. On va voir ce que va donner Microsoft parce qu'ils ont quand même fait des bons trucs en termes de jeux vidéo. Le rachat de Minecraft, tu vois, ils ont quand même des belles licences aussi derrière. Mais on va dire qu'il y a 3 parties dans Microsoft. Donc, il y a cette partie jeux vidéo qui est B2C. Et en termes de B2B, bien il sûr. va y avoir tout ce qui va être. Voilà, alors il y a 2 grandes parties, on va dire. Il y a tout ce qui va être les outils de Microsoft du type Excel, tout ce qu'ils proposent en termes de logiciels professionnels. Et derrière, il y a la partie cloud qui est aussi assez impressionnante. Et c'est vrai que donc ils sont derrière en cloud, derrière Amazon? Amazon, mais ils n'ont pas, contrairement à Amazon, ils ont vraiment cet objectif de garder des marges élevées et ils font que des logiciels. Donc à nouveau, c'est un peu plus intéressant à acheter parce que tu te dis, j'achète que finalement des produits à haute marge. Et enfin, Microsoft, ils ont un peu redoré leur blason. Il ne faut pas oublier que pendant un moment, ils se vendaient à des PER assez faibles parce que, notamment à l'époque de Steve Ballmer, ils avaient pris beaucoup de retard. Ils se faisaient notamment un peu marcher dessus par Google, qui était meilleur sur beaucoup d'éléments. Ils n'ont pas su aussi prendre le virage vers le mobile. Mais aujourd'hui, bah voilà, ils ont su finalement reprendre un peu la partie logicielle, se concentrer. Et donc, on se rend moins compte en effet de la puissance de Microsoft tant qu'on n'est pas B2B. Mais dès que tu travailles en tant que consultant informatique, etc., quand tu vois ce que tu installes, tu vois, toutes les grandes boîtes en fait utilisent souvent en interne les procédés de Microsoft. Et donc, c'est un avantage énorme. Je suis d'accord avec toi, là-dessus, c'est fort parce que c'est une boîte. À nouveau, c'est le dernier truc que tu vas couper ton abonnement Microsoft. Ouais, ouais, Si tu as ton cloud Microsoft, tu utilises Excel. c'est des logiciels qui demandent un fort coût de changement et ça, c'est un avantage concurrentiel qui est vraiment énorme, surtout quand tu es sur du B2B. Parce que quand tu changes en B2B, tu vas devoir former toutes les nouvelles équipes, tu vas devoir, tout changer en interne. Enfin, ça fait des process et des procédés, qui sont vraiment très, très lourds pour la boîte. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une très, très bonne raison de changer et d'après la réputation de Microsoft, normalement, les logiciels qu'ils font sont plutôt bons. Donc, il y a pas de raison que les clients soient mécontents et de toute façon, s'ils étaient mécontents, je pense que ça se passerait pas comme ça pour Microsoft aujourd'hui. Mais voilà, ils arrivent
à gérer ça d'une main de maître. Et après, ce qui est à la différence de Amazon, c'est que, comme tu l'as dit, ils se concentrent sur la partie logiciel et cloud, et cetera, qui demandent peut-être moins d'investissement aussi. Ce qui fait qu'ils ont des marges qui sont quand même très, très élevées et ils ont une marge de manœuvre qui est assez folle. Ça, c'est sûr. Ça leur donne les meilleurs résultats. Après, tu vois, ils ont quand même beaucoup de concurrents. Je pense à Salesforce, je pense à plein de logiciels que tu peux utiliser en pro. Tu vois, bon, purement sur le cloud, en fait, il va surtout y avoir Amazon et Google. Mais c'est vrai que cette force, finalement, en fait, la grosse force, je pense, c'est qu'une fois que tu es chez Microsoft, en fait, tu as tout envie d'avoir chez Microsoft, un peu comme chez Apple, tu vois, pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que tu as installé un début de logiciel, bah, tu sais que ça va mieux marcher si tu as les autres logiciels Microsoft. Tu vois, si tu es sur Microsoft Teams, si tu es sur, tu vois, tu utilises tout en interne en fait chez Microsoft parce que comment tu veux justifier, par exemple, de payer un autre logiciel qui va potentiellement moins bien s'intégrer et qui va te rajouter un coût supplémentaire alors que Microsoft, c'est un espèce de package, tu vois, c'est-à-dire que tu prends ton Microsoft, mais tu as aussi enfin, tu vois, tu prends ton fichier Excel, mais tu as aussi la partie cloud, mais tu as aussi tout ce qui est GPT. Et je crois que le gros truc aussi qui booste énormément l'action Microsoft, c'est que on a une action qui est très profitable de base et on a par-dessus une poussée qui a été faite et beaucoup d'investissements qui ont été faits dans chat GPT. Et vraiment, ça a été surprenant de voir Microsoft redevenir agile là-dessus et prendre à les titiller un peu Google, qui a mis beaucoup plus de temps à réagir et qui en plus a sorti des versions d'intelligence artificielle un peu décevantes. Alors que Microsoft est parvenu à bien prendre ce virage-là. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'anticipation aujourd'hui de cette croissance de logiciels. Voilà, en fait, si tu as des logiciels qui sont plus puissants, qui permettent de faire plus de choses, bah, tu peux dire aux entreprises qui sont clientes chez toi, allez, les entreprises, il va falloir payer 5%, Plus cher. 10% de plus. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, même nous, à notre niveau, on n'utilise pas forcément des logiciels comme Microsoft parce que Microsoft, c'est vraiment pour plutôt les grosses boîtes. Mais même nous qui utilisons plutôt des petites startups, des petits logiciels comme ça, souvent, tu dois rajouter un petit 10 $ par mois pour avoir, tu vois, tu as ton Loom et tu repayes 10 $ par mois pour avoir Loom IA et pour débloquer des nouvelles fonctionnalités qui te font gagner du temps. Et donc ça, c'est quand même un gain. On parlait tout à l'heure d'Apple, comment ils peuvent finalement augmenter le prix de leur offre. Ben, pour augmenter le prix d'une offre, généralement, et pas que les gens soient mécontents, il faut que tu apportes vraiment un truc en plus. Et je pense que l'IA peut vraiment être un truc où tu te dis, waouh, ok, c'est 10 $ de plus, mais regarde tout ce que ça me fait gagner en termes de temps. Et Ouais. donc, ça peut être fort. Mais après, ce qui est marrant, en fait, je prends un peu de recul, mais c'est vrai que Microsoft, quand toi, tu es un particulier comme toi et moi, au final, on a très peu d'interaction avec ce qu'ils font réellement. Du coup, c'est un peu plus difficile à comprendre au niveau du business et on se pose la question de comment est-ce qu'ils arrivent à faire autant d'argent avec en fait, ce qu'ils ont construit donc au niveau logiciel, cloud, et cetera. Donc certes, c'est des business qui crachent, mais en fait, je pense qu'il faudrait que je pousse plus l'analyse. En vrai, ça m'intéresse, faudrait que je le fasse. Ouais. Mais 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 c'est des choses qui moi, sont plus, j'ai c'est bien d'avoir des ouais. contacts aussi de gens qui sont, tu vois, j'ai rencontré un consultant qui était spécialisé Microsoft et qui fait, du coup, qui intervient dans des grandes entreprises pour mettre en place l'écosystème Microsoft. Et du coup, tu peux à ce moment-là lui poser un peu les questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'ils sont meilleurs, et cetera? Et je me souviens avoir une discussion avec un gars comme ça qui était venu à la rencontre Trident et il me disait: C'est dingue». Enfin, je veux dire, c'est une fois que tu es sur l'écosystème, tu as tout ce qu'il faut et tu vas toujours essayer de privilégier de rester dans l'écosystème Microsoft. Ouais. Et ce qu'ils ont fait avec Azure, c'est un superbe move parce qu'en fait, il y a plein de gars qui allaient passer, qui avaient besoin d'une solution cloud, qui risquaient de passer chez AWS. Et là, Microsoft, ils sont arrivés en disant, mais les gars, en fait, vous allez garder Excel, vous allez garder l'interface auquel vous êtes habitués et vous allez avoir le cloud exactement, tu vois. Donc, en fait, ça leur a permis de rattraper rapidement leur retard, beaucoup plus rapidement que ce que pensaient certains analystes, parce qu'à nouveau, complémentarité, écosystème, Ouais. euh, Et et là où ils sont c'est la très, très force. forts, tu vois, c'est que pour le coup, ils font beaucoup de B2B, mais ils font du B2B avec énormément de personnes. Donc c'est presque, genre, tu vois, ils pricer leurs produits, en le vendant, enfin, assez cher parce qu'ils le vendent à des entreprises. Donc c'est du B2B, c'est souvent des tarifs qui sont plus élevés que pour du B2C où on paye des abonnements à 10 balles par mois, c'est quand même, pas des choses qui vont rapporter des milliers de cents. Donc eux, ils peuvent pricer l'écosystème cher, mais en même temps, ils ont quand même beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de clients, finaux. Donc ils ont à la fois l'avantage du B2C avec une large base client et ce qui leur permet de tout le temps avoir, je pense, du feedback et d'améliorer les logiciels et toujours avoir, cette puissance d'évolution, tout en ayant le pricing, B2B. Et je pense que ça, Carrément. ceci, c'est une force de Microsoft. Ouais, bah, après la On course voit est en fait une abusée. grosse stabilité sur les free cash flow, tu vois, en fait, même si c'était moins en croissance et on voit vraiment le passage au cloud
qui a vraiment Ouais. fait accélérer les choses. Mais c'est toujours resté une boîte, tu vois, qui a pu se permettre de verser un dividende depuis longtemps parce que il y a une profitabilité qui est excellente depuis très longtemps, quoi. Donc après, là, on va pas forcément s'intéresser au prix, à la valorisation, est-ce que c'est justifié, etc. Parce que c'est vrai que Microsoft a quand même bien décollé. Là, on est à seulement un free cash flow de 2%. On voit que l'action a vraiment battu des records. Mais il faut faire attention avec la spéculation. Est-ce que l'IA sera si rentable que ça? Est-ce que ça va leur apporter tant d'argent que ça? Ça reste bon, des estimations, il va falloir voir. Mais c'est vrai que ça reste en termes de profil. Généralement, c'est très difficile de trouver une boîte qui a des fondamentaux aussi bons que ceux de Microsoft. Tu vois, c'est parfait partout, quoi. Moi, il me semble que Ouais. sur mon fichier, on est à 17 sur 20. Et tu vois, tu galères à trouver. Allez, il y a une année où ils ont fait un ROS un peu moins bon. Allez, ils ont un peu de CAPEX à 26%, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont le cloud. Ok, des fois, ils font des années de croissance un peu plus faibles. Mais voilà, c'est tout. Il y a un petit peu de dette, mais en vrai, c'est rien. Le rachat, ils auraient pu être un peu plus forts sur le rachat. Ils ont aussi une diversification géographique qui est énorme. Ils font 50% de leurs ventes aux États-Unis, mais 50% à l'international. Donc, ils sont très présents dans les boîtes américaines, mais aussi dans les boîtes à l'international. Et c'est donc pas étonnant que, tu vois, là, j'ai parmi les gourous que je suis, il y en a 10. T'imagines 10, alors que je crois que je C'est énorme, suis hein. 13 portefeuilles. Il y en a 10 qui ont Microsoft à l'intérieur de leur portefeuille. Donc, c'est vraiment le choix facile, on va dire, hein. C'est vraiment le Ouais, choix où la tu te dis, raison, il faut juste, faire attention à la valo. Toujours pareil, parce qu'aujourd'hui, ça a beau être une très, très bonne boîte, si tu l'achètes beaucoup trop cher, beh, ton rendement derrière sera moins important. ouais, ouais, c'est le point à faire attention. Et ça, la valo, c'est toujours compliqué parce que c'est basé sur les futures estimations de croissance. Et à nouveau, c'est quel impact va avoir l'IA dans le business de Microsoft. On continue, mon Clem, il nous en reste 3. Ouais, on fait, Meta? Allez, on fait Meta. Alors, moi, on en a parlé notamment parce qu'on l'a comparé beaucoup à Apple la dernière fois quand ils ont mis à verser un dividende. Bon, le versement de dividende, je trouve ça plutôt sympa. Mais perso, je le mettrai en 5e. Ouais, Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour moi, le problème qu'a Meta, à nouveau, c'est qu'ils n'ont pas le hardware, c'est-à-dire ils font des pubs, mais ils n'ont pas, et c'est ce qu'ils essaient d'avoir avec le métaverse, et cetera. Je pense que ça va être compliqué pour eux quand même face à Apple, parce que autant Tesla, du coup, peut se réjouir de ne pas avoir une Apple Car, autant Meta et Apple, ils se détestent mutuellement. Il y a un casque Apple. Donc Meta va devoir, avec son casque, convaincre des personnes. Et j'ai l'impression que dans la manière dont c'est pricé aujourd'hui, c'est un peu le casque Meta, c'est un peu le le téléphone casque Android. jouet, quoi. Ouais. Ouais, enfin, on va dire que c'est Apple arrive à, tu vois, je trouve que la stratégie de partir sur vraiment un produit très haut de gamme et ensuite le rendre plus mainstream, ça me semble une meilleure stratégie pour se positionner en Que haut de faire gamme. Il ne faut pas l'inverse. oublier, après, ça ne veut pas dire que Meta va gagner beaucoup d'argent, je pense, avec ses casques, mais c'est juste que est-ce qu'ils arriveront à avoir cette espèce de positionnement haut de gamme où tu peux te permettre de vendre ton casque beaucoup plus cher et d'avoir plus de marge? Je sais pas, tu vois. Bah, déjà, rien qu'aujourd'hui, en tant que consommateur et en tant que enfin, moi, je regarde un petit peu les 2 produits. Je suis plus hypé aujourd'hui par le Vision Pro Ouais. et tout le marketing qui a été fait et comment c'est foutu à l'intérieur et cetera, que, par, le casque de Facebook qui au final, je l'ai quasiment en fait, c'est ouf parce que Apple, ils arrivent, mine de rien, à faire un truc, tout le monde en parle. Genre, ça en parle de partout, tu as des vidéos YouTube de partout, de tous les mecs tech Et et cetera qui sont fans et tu as pas du tout eu ça pour, Facebook. Je l'ai beaucoup moins vu, en fait. bah, mais parce que Facebook a mauvaise réputation aussi auprès du grand public. Et il y avait des mecs, je me souviens, j'ai lu un mail de Stan de Marketing Mania qui expliquait qu'en fait, c'est rentable aussi pour ces youtubeurs de faire des vidéos sur le Vision Pro parce qu'en fait, ça génère énormément d'attention et Ah de bah, clics. oui. Et en fait, tu achètes ton Vision Pro à 2000, tu fais ta vidéo YouTube qui tape 500 000 vues ou 1 million. En fait, tu as gagné, tu te l'es remboursé 10 fois, quoi, ton Vision Pro. Donc, il y a aussi ce côté, et je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'Apple n'a pas besoin de payer des influenceurs ou quoi. Les produits sont juste fascinants et donc tu as envie d'en parler. Et je trouve que j'aime beaucoup mieux ce positionnement-là, c'est-à-dire chercher à faire un produit qui est juste exceptionnel et impressionnant, que tout le monde, du coup, tout le monde va en parler, plutôt que la stratégie qui consiste à faire un produit, on va dire, un peu tout de suite milieu de gamme et pas arriver à créer tellement la surprise finalement. De toute façon, Surtout en que tant Meta qu'actionnaire et a racheté, tu vois, c'est même pas eux qui sont à la base de l'innovation, ils ont racheté en fait Oculus ouais, qui travaillait sur des casques comme ça. Donc, affaire à suivre. D'un autre côté, Zuckerberg a beaucoup investi, on l'a vu en CAPEX, dans cette technologie-là. Donc, est-ce que Apple va être capable de rattraper, tu vois, et de proposer un produit qui est vraiment. Parce qu'à nouveau, il faut qu'il y ait une raison. C'est-à-dire, c'est pas juste waouh, le marketing est mieux. S'il y a plein de gens qui choisissent l'iPhone plutôt que de choisir un Android, c'est parce qu'il y a aussi quand même une interface qui est différente. Voilà. Donc, mais est-ce que Apple arrivera à continuer de se tu penses pas que différencier? Facebook, ils se sont déjà embourbés un peu avec le pricing qu'ils ont mis en place? Parce que
Bah, je sais pas, mais nous, en tant qu'actionnaire et quand on analyse des boîtes, la plupart du temps, on préfère avoir des boîtes qui ont un pricing power et qui sont plutôt price makers et qui vont aller chercher plutôt le haut de gamme, comme des boîtes dans le luxe, tu vois. C'est des choses qui marchent bien aujourd'hui, d'aller chercher peut-être le plus haut de gamme. Et Facebook, en fait, avec le pricing qu'ils ont par rapport aux Vision Pro aujourd'hui, bah, en fait, naturellement, ils se placent plus du tout dans le haut de gamme, mais ils sont naturellement dans le, pas le bas de gamme, mais dans le moyen. Et est-ce que dans le moyen de gamme. Mais autant après, tu de. vois, ça dépend vraiment de la qualité du produit. Parce qu'à nouveau, si tu te places moyen de gamme mais tu as un produit qui est vraiment excellent et tout le monde se dit, bah, en fait, c'est mieux que le Vision Pro qui coûte 10 fois plus cher, bah, en fait, Facebook, ils vont gagner, tu vois. Oui, Donc, tout est une question de est-ce que ton produit, le prix est justifié, tu vois. Et Apple, je oui, sais que de est-ce toute façon, que. Apple, vu qu'ils se positionnent haut de gamme, ils vont jamais chercher à récupérer en fait tout le marché. Ils cherchent surtout à récupérer les clients un peu haut de gamme qui ont un peu des moyens. Euh, Ouais, c'est mais deux stratégies différentes. la question, c'est est-ce que Facebook va, avec tous les moyens qu'ils ont mis en place, pour développer un produit qui va, ben, on l'espère, devenir encore meilleur. Ça va leur coûter beaucoup d'argent, mais avec le pricing qu'ils ont mis en place aujourd'hui, est-ce qu'ils vont atteindre le seuil de rentabilité et vraiment de devenir une part importante et rentable de l'entreprise, tu vois? Parce que si Après, ils investissent beaucoup, mais leur qu'ils gardent le même stratégie, pricing, c'est ça c'était va pas le pas faire. ça. Leur stratégie, c'est pas de gagner de l'argent sur le hardware. Tu vois, Facebook, le but, c'est que tu rentres dans le Meta Quest et que tu aies ton logo Meta, tu es habitué. En fait, ils veulent créer le même écosystème qu'il y a chez Apple et que derrière, eux, ils gagnent de l'argent, évidemment, quand tu vas utiliser le casque et que tu vas avoir de la publicité et tout. Donc là, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le business futur de Meta. Je pense qu'on peut recentrer quand même la discussion sur le fait qu'aujourd'hui, c'est surtout une entreprise qui gagne de l'argent avec la pub, hein. C'est comme Google. Ouais, Tu as beau dire les projets futurs et tout, on en parle beaucoup, mais en fait, il ne faut pas oublier que 80-90% de l'argent qui est généré aujourd'hui, c'est uniquement la publicité. Donc, en fait, aujourd'hui, la thèse de Facebook, ça reste quand même est-ce que les réseaux, typiquement Instagram, Facebook, on pourrait parler un peu de WhatsApp et Messenger dans une certaine mesure, est-ce qu'ils vont continuer d'être utilisés autant qu'ils le sont aujourd'hui? Et c'est ça, en fait, qui leur génère de la pub et qui va leur permettre de générer beaucoup de cash flow pour investir dans des projets un peu futurs comme le cas de Metaverse, tu vois. Moi, ce qui me gêne avec le Facebook et Insta, c'est aussi, et là, tu vois, c'est là que je pense que dans les analyses, forcément, tu fais rentrer ton propre ta Prisme. propre vision des choses. Moi, j'ai désinstallé Facebook, j'ai désinstallé Instagram, j'y vais jamais. Donc, j'utilise un peu Messenger et WhatsApp, mais c'est vrai que du coup, les réseaux, je les trouve addictifs, je les trouve pas sains pour pour le corps et l'esprit. Et donc, j'ai un peu du mal à soutenir Meta. Pour moi, ça reste. J'ai tendance à préférer YouTube, tu vois. Alors que finalement, tu pourrais dire que c'est un réseau social aussi, YouTube. Mais j'ai l'impression que tu t'élèves un peu plus l'esprit. Donc, c'est une vision très personnelle de la chose, tu vois. Mais voilà, je pense que YouTube arrive aussi à générer pas mal de cash versus, il faudrait comparer. Je pense que Meta gagne quand même beaucoup parce qu'ils vont beaucoup plus de pubs Ouais, sur Instagram et tout. et Mais voilà, moi, ça fait partie des trucs où je me dis, je suis moins client et du coup, j'ai plus de mal à voir. J'ai l'impression que Facebook a aussi beaucoup perdu de vitesse. On en parlait la dernière fois. Je pense qu'Instagram, c'est pas ouais, le cas. alors tu vois, au final, oui, mais au niveau des chiffres, pas tant que ça. Parce que je crois que ça continue Et- de croître et il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs sur Facebook. Après, est-ce ouais. qu'il y a une distinction Et entre à mon utilisateurs avis, actifs le problème des et utilisateurs, c'est que c'est des utilisateurs, à mon avis, des pays passifs? en voie de développement. En fait, c'est des Indiens. Et donc, en fait, Oui, oui. l'Indien te rapporte aussi beaucoup moins en termes de revenus. Et Oui, mais moi, sur la j'ai tendance à croissance me. sur la croissance, est-ce que Alors, demain, c'est pas aussi là-bas que ça va se passer, parce qu'au niveau boursier, c'est quelque chose, mais c'est différent de, on va dire, l'économie et la démographie, des pays, des marchés c'est émergents vrai. comme la Chine et l'Inde. Non, C'est non, mais peut-être un c'est des marché gros qui va leur apporter consommateurs. beaucoup. C'est des gros consommateurs, je pense qu'ils utilisent beaucoup plus, quoi qu'en Inde aussi, ils sont très sur YouTube, donc il faudrait regarder un peu ces pays-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle moins parce qu'en fait, ils représentent des sommes moins importantes, mais c'est vrai qu'en termes d'utilisateurs actifs, du coup, ça peut être gros. Après, j'ai quand même, tu vois, j'ai l'impression que alors peut-être ça va pas toujours être le cas, mais j'ai l'impression que les États-Unis sont un peu le futur, tu vois, de ce qui va se passer. Donc si aujourd'hui, en Inde, on installe Facebook, j'ai tendance à penser que dans quelques années, on installera Instagram parce qu'en fait, c'est ce que font les Américains, tu vois, Ouais. où on installera parce qu'au bout d'un moment, ce qui drive l'utilisation des réseaux sociaux, c'est aussi les influenceurs. Et si au bout d'un moment, les plus grandes stars de cette planète, si Justin Bieber, tu vois, il est plus sur Facebook, quel est l'intérêt de rester sur Facebook, tu vois? Donc j'ai l'impression que Facebook, c'est en effet un peu le truc vieillissant des personnes qui ont 40, 50 ans pour chatter un peu et voir un peu ce que devient un peu leurs proches. Et que Instagram, c'est du coup devenu un peu le truc exactement la même chose pour les plus jeunes. Et TikTok, c'est encore plus jeune, tu vois. Mais c'est Ouais. ce fait qu'il y ait toujours des générations un peu différentes en fonction des réseaux et que ça soit très facile finalement de changer d'un réseau à l'autre, ça m'inquiète un petit peu. Je trouve que c'est moins solide
que à nouveau ce qu'on peut avoir sur un Apple, tu vois. Je suis d'accord. Moi, enfin, tu vois, pour le coup, bon, déjà, il y a aussi Zuckerberg qui a ses petits, je pense, j'en avais parlé avec Joe et on avait parlé dans le podcast précédent. C'est, je pense, ceci, ses problèmes d'ego. On va dire qu'il a envie d'être numéro un, comme on avait discuté il y a quelque temps. Donc, ça aussi, il y a cet aspect PDG, management qui est un peu moins calé et un peu moins à mon goût que chez d'autres boîtes comme Microsoft ou Apple, par exemple. Mais après, ouais, en fait, c'est très difficile de savoir ce que vont devenir les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a un avantage concurrentiel parce qu'ils ont une base client qui est, je pense, une des plus importantes du monde. Mais est-ce que ça sera comme ça et la consommation sera toujours la même dans X années? C'est très difficile de savoir. Parce qu'en fait, c'est quand même un milieu qui va très vite. Tu vois, aujourd'hui, avec l'IA, enfin, c'est con, mais tu vois, rien que l'IA, aujourd'hui, peut presque t'inventer des amis. Donc, genre, comment est-ce que ce sera dans 10 ans? C'est impossible de savoir. Ouais, C'est moins ça peut être prédictible, compliqué. je Je pense pense. qu'on cherchera toujours mais est-ce que ça sera on cherchera toujours à connecter avec les autres êtres humains, avoir des news, mais est-ce que ça sera, dans un Ah, casque? Est-ce que ça beh, en sera, fait, via c'est ça. Facebook? Est-ce que C'est ça très sera via difficile de une autre savoir comment application? ça va se dérouler, comment ça va changer, en fait, nos modes de Ouais. consommation des réseaux sociaux. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on parle beaucoup des utilisateurs de Facebook et tout, parce qu'en effet, il faut des utilisateurs pour que la plateforme puisse vendre des pubs. Mais derrière, les vrais clients de Facebook, c'est pas les utilisateurs, c'est les annonceurs. Et les Mmh. annonceurs, le problème avec Facebook, c'est que, bah, déjà, quand Facebook se retrouve dans des scandales et cetera, bah, du coup, ils ont moins envie d'être sur la plateforme. Il y a aussi le truc que les annonceurs, bah, ils ont de l'argent et ils vont donner beaucoup d'argent à Facebook quand, tout va bien dans l'économie. Mais si demain, il y a un ralentissement économique, ben, potentiellement, ça peut, baisser. Ça s'est pas vu en 2020 parce qu'évidemment, c'était le covid, c'est très particulier. Mais si on a un vrai, ralentissement, choc économique, je pense que les annonceurs, enfin, tu vois, pour une entreprise, tu coupes bien avant ton budget pub que à nouveau ton budget, pour Microsoft, tu vois? Que ton budget logiciel. Donc Ouais. ça peut avoir un impact. Je pense qu'on est tellement dans une croissance à l'heure actuelle, en fait, de la publicité digitale. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a encore plein de gens qui font de la pub. Mon père est bien placé pour le savoir. Il y a encore plein de gens qui font de la pub à la radio, dans les journaux, tu vois? Dans des anciens médias. Et donc là, en fait, on a plein d'argent qui arrive, dans le digital, mais tu as encore plein de gens, notamment en local, qui font pas du tout de la pub sur Google ou sur Facebook, alors qu'en fait, ça pourrait être des pubs pour eux qui seraient beaucoup plus Leur rentables et apporter beaucoup plus énorme. ciblées. Et donc, il y a il y a une telle transformation à avoir d'ici que, tu vois, d'ici que dans 5-10 ans, les gens arrêtent de faire de la pub sur les journaux parce que vraiment, il n'y a plus de journaux et il n'y a plus de radio ou très peu de pubs et passent tout sur Facebook. Bah, en fait, tu vois, l'entreprise a encore bien 5 ans, 10 ans devant elle Oui, oui. pour attirer ces gens qui souhaitent faire de la pub. Maintenant, je pense qu'on peut enchaîner, tu vois, mon Clem, justement, parce que j'ai l'impression que derrière toi, il y a ta chérie qui te dit que c'est peut-être l'heure d'aller manger. Euh, on peut enchaîner avec Google pour moi parce que c'est vraiment justement le combat Meta-Google qui est un peu de se dire les deux ont un peu un business similaire où il y a beaucoup de publicité, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre Google meilleur en termes de pub parce que moi, je sais pas, en termes de produits, c'est vrai que Google, c'est beaucoup de produits différents, mais ce que je trouve fort, aujourd'hui, le search est un peu challengé, mais ce que je trouve fort, c'est quand même ta YouTube qui est magnifique. Et tu as Ouais. même, je me dis Google Maps, par exemple, tu vois, en local, faire de la pub sur Google Maps, c'est excellent. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va taper resto, etc., tu peux t'afficher, c'est en plus gros, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que aussi sur YouTube que pour Google Maps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alternative en fait. C'est-à-dire que si tu veux trouver un bon resto autour de chez toi, j'ai l'impression que tu es un peu obligé de passer par Google. Google Maps, c'est un peu la référence. Pareil pour les trajets. Ouais, ou Il y a même, aussi même Waze, Google, hein, ça appartient à Google. Donc, ouais. je sais pas qu'est-ce que tu en penses de Google. Beh, je pense que c'est, au niveau effectivement, au niveau publicité, parce que c'est quand même, une grosse partie de leurs revenus, ils sont très forts. Après, bah, en fait, il y a quand même une grosse concurrence à ce niveau-là. Certes, YouTube, c'est incroyable. Je pense que c'est une très, très bonne plateforme, mais est-ce qu'on rentre pas aussi notre prisme dans, notre prisme de vision, sur, YouTube Euh, qui rentre en jeu? Oui, Peut-être aussi. forcément. Parce que moi, tu vois, dans mon entourage, il y a très peu de personnes qui regardent YouTube, alors qu'ils sont tous sur Instagram. Et vraiment, moi, mon cercle Ouais. proche d'amis, je pense qu'on est peut-être 2 sur 8 à consommer YouTube. Alors qu'eux, ils sont tous sur Insta, TikTok et les réseaux qui sont plus, court terme. Donc là aussi, pareil, il y a mon prisme qui rentre, dans le truc. Mais Ouais, non, non, mais mais ouais, je pense que c'est un business il qui y est a quand même une grosse consommation quand tu vois les chiffres qu'on fait en YouTube France. On a des youtubeurs incroyables. J'ai regardé il y a pas longtemps le ah reportage oui, de Squeezie sur Amazon Prime d'ailleurs. Et c'est quand même, enfin, tu vois, on a des stars. Enfin, c'est vraiment la télé pour moi.
là où je me dis que YouTube est un peu indétrônable, c'est que sur du format long, je crois qu'Instagram, ils ont essayé, TikTok, ils essaient de mettre du format plus long. Mais en fait, c'est pas du tout l'habitude qu'ont les gens de consommer. Et donc, sur un format long, franchement, le concurrent de YouTube, pour moi, c'est plus Netflix, en fait. T'hésites entre te mater des vidéos le Ouais, soir, tu vois, si tu veux un format long, ou t'hésites plus Twitch. entre te mater des vidéos sur YouTube ou te mater un Netflix que d'hésiter entre. Enfin, tu vois, je trouve que c'est deux choses différentes. Et donc, pour moi, YouTube est un peu. Et la force de YouTube par rapport à Netflix, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de payer pour le contenu. C'est nous qui bossons pour eux, tu vois, Ouais, qui se cassons la tête à faire ça, du c'est super très fort, contenu sur ça. YouTube. Donc, c'est sûr qu'on est biaisé, mais je trouve quand même que YouTube. Alors après, il faut savoir que YouTube représente que 10 à 15% des ventes de Google. Donc en fait, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, le gros de la vente de Google, ça reste encore les moteurs de recherche. Et on sait que c'est Mmh. challengé par un chat GPT. Donc ils vont sûrement de plus en plus intégrer de l'IA directement dans les moteurs de recherche. Et c'est intéressant de voir l'impact que ça va avoir. Et je pense qu'il y aura toujours de la pub en fait, parce que tu pourras taper tu vois, tu pourras taper des requêtes et au final, il pourra probablement te glisser le trois trucs des annonces. De toute façon, Google a toujours été, j'ai l'impression, assez fort là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont toujours essayé de mettre en avant, tu vois, dans les résultats Google, ils ne te montrent pas que des pubs parce qu'ils savent que s'ils te montrent que des pubs, tu vas arrêter d'utiliser Google, en fait. Donc, ils savent, je trouve, ils ont toujours su te montrer des résultats avec un peu de pub pour gagner de l'argent quand même et en même temps te montrer les vrais résultats de leur algorithme sur lesquels ils ont beaucoup bossé. Donc voilà, faire attention parce que ChatGPT, ça, à mon avis, il y a quand même pas mal de. Moi, je le vois dans mon utilisation, je sais pas toi, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, des fois, j'ai une question. Avant, je tapais sur Google. Aujourd'hui, il y a une question sur deux, je vais la Ouais. taper sur ChatGPT. Et donc, Dès que c'est un peu trop long et un peu trop complexe pour avoir un résultat, pertinent sur Google, bah, tu vas sur GPT, ça va beaucoup plus vite. Mais du coup, ouais, je sais pas, toi sur le long terme, si on se projette dans 5 ans, sur la tier list là, tu mettrais, tu alternerais pas, Amazon et Google? Est-ce que tu penses que Google aujourd'hui, certes, c'est énorme au niveau de la pub et du business qu'ils ont construit, mais est-ce que Amazon n'a pas une force de frappe plus importante avec, les différents axes qu'ils ont développés et je sais pas. ben, en fait, Disons qu'au niveau Amazon, chiffres, tu as l'impression ils ont, en effet, en termes de douve, je mets Amazon devant Google, mais à nouveau, en termes de profitabilité aujourd'hui, ouais, tu vois, Google, c'est une machine à cash, quoi. Et donc, du coup, c'est ça aujourd'hui qui est compliqué. Et du coup, on revient un peu sur cette discussion. Est-ce que tu privilégies finalement la profitabilité aujourd'hui? Tu vois, tu vas avoir des dividendes. mmh, Alors, en l'occurrence, Google verse pas de dividendes, mais moi, je pense que c'est qu'une question de temps. D'ailleurs, les deux qui versent pas de dividendes, c'est Google, Amazon. Parmi les gros. Et Tesla non plus, évidemment. Et Nvidia, il y en a un petit, mais qui est quasiment inexistant. Mais tu vois, je pense que, voilà, est-ce que tu privilégies la profitabilité aujourd'hui et donc avoir un dividende? Et Google, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'ils versent un dividende parce qu'ils ont plus de 100 milliards en cash. Donc, au bout en d'un cash, moment, ils vont redistribuer, tu vois. Donc, en effet, le challenge pour Google, c'est plus le futur. Ils ont beaucoup de cash. Ils sont dans une position quand même dominante aujourd'hui. C'est est-ce qu'ils vont être capables de transformer ce cash en quelque chose de futur qui va les protéger. Je pense que les progrès qu'ils ont fait sur Google Cloud aussi est pas mal, c'est-à-dire qu'ils sont quand même en train de se positionner, ils sont en retard, mais ils sont quand même troisième. Et il y a quand même des entreprises qui sont habituées à l'écosystème Google. Moi, j'ai l'impression que Google, c'est quand même tellement, tu sais, tu te connectes avec Gmail, enfin, quand tu es un peu sur Chrome et ouais, tout, c'est très mais dur, je pense, pour quelqu'un de ressortir de je ça. suis plus tu vois, pour le coup, je suis plus consommateur de Google et des produits Google, genre, Google Sheets, Google Agenda et tu vois, toute la suite, Google qui est gratuite et Google, qui est très facile d'accès et qui, en fait, pour la majorité des personnes, les fonctionnalités suffisent, mais largement par rapport à parce que Excel est plus puissant, mais est-ce que nous, en tant que particulier, on a besoin de la puissance d'Excel? Peut-être pas. non. Donc il s'adresse, je pense, à un marché qui est différent. Mais, tu vois, je me suis surpris à devoir prendre, l'abonnement, pour, le Google, Google Plus ou je sais pas comment ça s'appelle, pour Ouais, avoir, pour Google pour avoir Meet. le stockage. Ils Ouais, sont pour avoir rentables. plus Je de pense que pendant stockage, longtemps, de c'était un truc ouais, où ils perdaient de et l'argent, mais là, ils deviennent rentables. intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils deviennent rentables de plus en plus avec des formules à abonnement. C'est-à-dire que de plus en plus, YouTube, je crois qu'ils ont atteint, je vais dire une bêtise, mais je crois qu'ils ont atteint 100 millions d'abonnés sur YouTube Premium. Donc ça commence, pas tout le monde ne veut payer, tu vois, pour pas avoir de pub sur YouTube, mais de plus en plus, il y a des gens, mon père, il a pris YouTube Premium, tu vois. D'ailleurs, je lui ai dit, il a fait la bêtise, il a acheté YouTube Premium, tu sais, sur l'App Store. Donc en fait, au lieu de payer, je sais plus, c'est Ah 12 € par mois, ouais, il paye 14 € par mois. Il me dit, mais pourquoi je paye 14? Je lui dis, parce que tu donnes tu 20% à Apple. Apple encore, tu vois. Donc, mais en effet, je pense que Google, là-dessus, c'est fort. Maintenant, en effet, je suis d'accord avec toi. Je trouve que je mettrais peut-être Amazon au-dessus, mais alors du coup, est-ce que Apple, du coup, est-ce qu'il descend pas aussi? Alors attends, on va repartager peut-être le truc parce qu'on arrive à la fin là, du classement final.
Je pense que Nvidia, on peut rapidement passer dessus. Bon, on a une explosion dessus, mais pour moi, on est vraiment dans la course. Je ne sais pas ce que tu en penses. On peut, Je sais pas, j'avoue que j'arrive pas trop à me positionner dessus. Parce que pareil, je pense que je l'ai c'est pas très, assez c'est très un axe, étudié. c'est très vertical, tu vois. Il Ouais, y c'est très a une vertical. verticale et ils sont très forts là-dedans, très bien, ça se développe énormément, mais est-ce que sur le long terme, ça va autant se développer? Et je pense, je sais pas. Enfin, On a le biais, c'est sûr qu'avec Nvidia, on a le biais à nouveau, on n'est pas consommateur, on ne comprend pas bien ce que fait l'entreprise. Et donc, forcément, voilà, à nouveau, Nvidia en vend beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est un fournisseur. Donc, finalement, ce qui leur fait gagner beaucoup d'argent en ce moment, c'est que Meta, tout l'argent qu'ils gagnent, ils le dépensent chez Nvidia pour acheter des cartes graphiques et pour faire de l'intelligence artificielle. Pareil, Apple, ils veulent faire de l'intelligence artificielle, ils vont voir Nvidia. Et en fait, c'est que quand Nvidia vous dit j'ai plus assez de cartes graphiques que les gens ils vont commander chez AMD, qui est le deuxième ouais. qui est un peu derrière. Mais du coup, il y a cette espèce de course à l'armement et à avoir vraiment des puces qui sont fonctionnelles. Est-ce que Nvidia arrivera à transformer ce truc qui est juste un fournisseur de trucs en vraiment quelque chose où ils sont indestructibles et ils sont et moi, ça me gêne d'avoir une boîte qui a qu'une avance comme ça technologique. Donc après, je ne l'ai pas assez étudié pour me dire, bah, ça se trouve, c'est une avance technologique. Je vais me dire, ouais, c'est un truc de fou. En fait, ils ont une telle avance technologique que c'est Ouais. impossible que quelqu'un les rattrape. Mais aujourd'hui, je préfère des boîtes qui ont à la fois une technologie qui est au point, mais aussi, comment dire, un écosystème, un truc qui fait que c'est très difficile d'en sortir. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si au bout d'un moment, bah, à nouveau, s'il y a plus de puces chez Nvidia, tu vas acheter chez AMD. Ok, tu as une puce un peu moins bon, mais tu vois, c'est facile d'aller chez Mais le concurrent. J'ai c'est un l'impression, en tout cas. peu, si on regarde les 10 dernières années quand même, ça a changé le leader a changé plusieurs fois, tu vois? On parle enfin, il y a AMD qui était là depuis quand même quelques années, Nvidia, il y a Intel aussi qui fait, des cartes et des puces, mais bon, qui est beaucoup moins en vogue aujourd'hui, mais qui ont été, très forts pendant de très nombreuses années et c'est sûrement Apple Ouais, qui a foutu un peu, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Intel. Mais tu vois, il y a quand même un espèce de shift entre les différentes boîtes. Bon là, Nvidia semble avoir pris quand même un sacré, avantage par rapport aux autres. Déjà rien qu'avec tout le cash qui rentre, elle va pouvoir investir beaucoup plus et donc forcément développer, des choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais ça reste voilà, ça c'est sûr que c'est beaucoup moins diversifié comme business que, les autres boîtes. Enfin en tout cas ouais. celle Et du une top fois que tu as classement. acheté moi, vraiment, j'ai envie de creuser plus l'analyse de Nvidia, de comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des fortes estimations de croissance, mais une fois que tu as acheté les cartes graphiques, est-ce que tu as besoin de les acheter tu vois, est-ce qu'il y a un modèle de récurrent? Moi, pour moi, c'est super important qu'il y ait un modèle de récurrent, une douve, un truc qui protège, ce dont on a beaucoup parlé avec Apple, avec Microsoft, même finalement avec Google. Google et Meta, ils ont un peu moins ce côté récurrent parce qu'ils sont encore aujourd'hui beaucoup plus dépendants de la pub, qui peut un peu plus varier. Donc pour moi, c'est un peu logique de les mettre en dessous de Microsoft et Apple. Mais c'est vrai que Tesla, pour moi, on est vraiment dans une catégorie. Là, ce qui s'est passé avec Intel, c'est une leçon qui devrait avertir, de se dire attention, c'est pas parce qu'à un moment, tu as un mec, tu te dis, bon, bah, ils ont quand même un avantage technologique, ils ont un savoir-faire. Bah, en fait, tu peux te faire dépasser par des boîtes qui parviennent à accélérer et à aller plus vite que toi, quoi. Donc, Ouais. Après, je le pense qu'il nous manque semi-conducteur, c'est quand peut-être même des très données. compliqué comme industrie. Je pense qu'il faut Ouais. vraiment bien la creuser parce que même Nvidia, en fait, se fournit elle-même chez TSMC. Donc, en fait, tu vois, ils sont ce qu'on appelle les fabless. Donc, en fait, ils n'ont pas eux-mêmes les usines et c'est aussi pour ça ils gagnent beaucoup plus d'argent et ils font des rentabilités qui sont dingues. Et donc, je pense que c'est tout un écosystème à bien comprendre, comprendre les acteurs, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais Et pour aujourd'hui, le coup, j'ai l'impression que c'est parti un peu fort. C'est ouais. parti très fort. Et je sais pas ce que tu en penses, mais dans cet écosystème des semi-conducteurs qui est quand même assez complexe, moi, j'ai plus tendance à aller vers le haut de la chaîne pour avoir, des entreprises comme, Amat, par exemple, Applied Materials, qui est vraiment, une très, très bonne boîte, mais tu sais, qui fait pas vraiment du semi-conducteur à proprement parler, mais qui va fournir toutes les machines et tout ce qu'il faut pour derrière avoir, les semi-conducteurs et c'est con, mais plus la demande va augmenter, plus ils vont avoir besoin de machines, plus eux aussi, ils vont avoir, de quoi fournir C'est les et ça vendeurs de pelles pour creuser l'or. ouais, Mais exactement et en fait, c'est plus tu montes dans la chaîne, plus tu as un avantage concurrentiel qui, à mon avis, est fort aussi parce que, en fait, sans toi, toute la toile d'araignée et tout l'écosystème, il tourne pas bien, tu vois? Et quand on voit tu même qu'Amat fournit, TSMC, c'est que sans eux, ça tourne pas, quoi. Tu as même des boîtes, il me semble que c'est Cadence Design qui fait Mmh. du logiciel pour les semi-conducteurs. Et donc là, tu as le meilleur des deux mondes parce que tu as le logiciel, abonnement, etc. Tu as aussi, en effet, tu as parlé du coup d'Amat. Comme ça, je pense aussi à SML, qui est la boîte européenne, je pense qu'ils sont une des plus capitalisées, qui a apparemment un procédé unique au monde. Et en fait, il n'y a que eux qui savent le faire. Et donc, en fait, tous les gens qui font des semi-conducteurs sont dépendants de ce que fait ASML comme système. Mais
à nouveau, le problème, tu vois, moi j'irai ni sur Amat, ni sur ASML, ni sur TSMC. C'est en mode, je veux pas toucher à ces boîtes-là. J'ai l'impression tant que je comprends pas exactement tu vois, c'est comme avec la pharma. Je peux te dire, tu vois, j'ai étudié pas mal Novo Nordisk cette semaine et je trouve qu'en effet, c'est vraiment la meilleure pharma que je peux trouver. Donc peut-être que toi, tu as trouvé pareil chez Amat ou voilà, sur des semi-conducteurs. Maintenant, est-ce que je comprends vraiment? C'est-à-dire, je me dis, si tu vois, j'ai une news, est-ce que le médicament il est en phase 2, en phase 3? En fait, je trouve que ces boîtes qui font des trucs très techniques, très poussés, je trouve que c'est compliqué justement parce qu'elles ont un avantage qui est uniquement technologique. Et donc, si tu ne comprends pas la technologie, comment tu veux comprendre leur avantage? Alors que toutes les Ouais. boîtes dont on a parlé aujourd'hui, on comprend l'avantage n'est pas que technologique. C'est-à-dire qu'à nouveau, Google, aujourd'hui, ils n'ont pas le meilleur IA, mais il y a quand même plein de gens qui continuent d'utiliser Google. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir la meilleure technologie pendant 10 ans. C'est comme Apple. S'ils sortent vraiment des téléphones pourris, au bout d'un moment, plus personne ne va les utiliser. Mais il y a quand même ce truc que ce soit Google, que ce soit Meta, etc., c'est pas parce qu'ils n'ont pas la meilleure technologie à un moment qu'il n'y a pas plein de gens qui vont continuer d'utiliser les produits. Alors que j'ai l'impression que sur Nvidia, enfin tous ces trucs qui sont B2B un peu derrière les rideaux, les entreprises, en fait, elles sont sans merci. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a quelqu'un qui fait une puce qui est meilleure qu'Nvidia, quelqu'un qui fait une machine qui est meilleure qu'Amat, pour moi, les entreprises, elles vont pas hésiter 2 minutes, elles vont partir chez le concurrent, quoi. Donc, c'est Ouais. aussi comment ces boîtes-là, elles arrivent à bloquer et tu vois, à approfondir un peu leur douve pour nous garantir, en fait, que sur les 10 prochaines années, elles vont vraiment pouvoir cartonner, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est, après c'est toujours pareil, c'est difficile de prendre des décisions uniquement basées sur, ce qu'on comprend à 100 parce que moi je comprends cette vision de devoir comprendre et vouloir comprendre tout ce qu'on achète derrière, comme entreprise, hein. Donc ça veut dire, comprendre tout le système. Mais est-ce qu'en tant qu'actionnaire, c'est aussi, faut être humble dans le sens où c'est impossible pour nous de vraiment tout comprendre, je pense. On peut pas comprendre Je à la dis pas, fois le attention, secteur des tu vois? mais moi, je suis Et c'est OK. ça En qui fait, moi, est si tu me dis en fait, moi, si je comprends pas, tu prends un ETF. Si tu dis: Je veux vraiment être positionné, par exemple, sur le marché des semi-conducteurs», je pense qu'il vaut mieux prendre un ETF semi-conducteur plutôt que te dire: «Je vais prendre, tu vois, telle boîte ou telle boîte» ou même juste un ETF. En fait, moi, à nouveau, je me dis: «Le but, c'est de surperformer le marché. Je vais acheter que 10 positions et je veux que ces 10 positions-là, tu vois, si jamais il y a une baisse, je vais être sûr». Tu vois? Parce qu'à nouveau, tu vois Netflix, par exemple, ils ont pris un moins 80%, tu sais, donc si tu es pas mmh, utilisateur Netflix, si tu comprends pas le produit et cetera, tu prends un moins 80% dans la tête, tu te dis, «What the fuck?» et tu vends, tu vois? Si ton Amat ou ton, tu vois, tu prends une énorme, tu vois, tu vas te dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Et moi, j'ai pas envie de me baser que sur les chiffres. C'est-à-dire que les chiffres, c'est bien, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Et donc pour comprendre toute 100 l'histoire, je pense qu'il faut être, tu vois, utilisateur. Et je suis OK avec le fait de me dire: Du coup, vu que la pharma, c'est compliqué et que je maîtrise pas la pharma, j'achèterai pas de pharma. Si je veux m'exposer à la pharma, je peux le faire d'autres moyens avec des ETF, avec des choses plus larges. et Mais tu vois, sur les actions est-ce que tu individuelles, ouais, je comprends 100 ta vision, mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir 100 des connaissances ou disons que 80 de compréhension de la boîte suffit? Parce qu'en fait, c'est quand même très compliqué et ça ferme énormément de portes d'attendre d'avoir une compréhension à 100 du business. je pense que plus tu comprends, mieux c'est, ça c'est sûr. Mais après, tu vois, Warren Buffett, il parlait du cercle de compétences. Et donc, en fait, il faut définir son cercle de compétences et savoir surtout quand tu sors de ton cercle de compétences. Et donc, il faut être honnête et se dire, je n'achète pas cette action juste parce qu'elle a des beaux chiffres ou juste parce qu'on m'a dit que c'était une superbe histoire. J'achète cette action parce que je comprends vraiment quand même son business. Et potentiellement, je suis moi-même client ou je connais des gens qui sont clients. Tu vois, on a parlé de Microsoft. Microsoft, même si moi, je ne suis pas directement client, je connais des gens qui sont clients, je vois ce qu'ils font. Tu vois, et j'ai vraiment un grasp. Je comprends bien quand même, tu vois, les logiciels en ligne, etc. Donc, je suis d'accord avec toi de se limiter. Enfin, forcément, ça va limiter le nombre de boîtes, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes auxquelles tu peux t'ouvrir qui n'ont pas des business models si compliqués que ça. Des business models avec lesquels tu peux être familier, où tu peux comprendre un peu, notamment si comme nous, tu as une boîte, tu vois, tu peux comprendre un peu les logiciels, etc. Tu vois, pareil, on a Intuit en portefeuille. Intuit, je ne suis pas client parce que c'est des logiciels de comptabilité et de gestion aux États-Unis. Mais je comprends très, très bien pourquoi tu utiliserais un logiciel de compta. J'en utilise Ouais, moi-même, tu vois, de mon côté. Je comprends tout à fait que tu veux utiliser un logiciel pour déclarer tes impôts. Donc, tu vois, ça, je comprends. Par contre, la technologie des semi-conducteurs, j'ai essayé de comprendre, tu vois. Ça ne veut pas dire que j'essaye pas, parce que quand je vois les boîtes, tu vois, je vois un Novo Nordisk qui a 20 sur 20 dans le classement Trident, je me dis, OK, je vais essayer de comprendre. Je comprends, mais je suis aussi assez réaliste de me dire, en fait, je comprends pas tout. Tu vois, genre en mode, oui. je, je Est-ce que comprends tu aujourd'hui comprends une. réellement tout sur, Voilà. c'est ça qui est difficile de savoir, c'est à quelle limite tu te dis: «Bon, bah, là, j'en comprends assez pour me dire,
je peux prendre des décisions éclairées et pas avoir besoin d'avoir, je sais pas, ces 10% de dernières connaissances qui sont très, très pointues et très spécifiques à la boîte et au secteur en question. Donc c'est en fait, moi, c'est la question que je me pose, actuellement, tu vois? C'est à Ouais. quelle limite tu te mets, pour te dire: «Bon OK, j'ai assez d'infos pour y aller». Mais bon, ça, je pense que c'est un autre sujet, on s'égare un peu sur le Ouais, ouais, on s'écarte un peu, sur le mais truc. pour conclure, tu vois, moi, la manière dont je le vois, c'est si je suis client moi-même, tu vois, toutes les boîtes, que j'ai en portefeuille, soit je suis client, soit je comprends très bien et je m'arrête au moment où je me dis: «Waouh, en fait, c'est 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 le quand même bordel. hyper compliqué, c'est le bordel» et cetera et donc il y a toujours des petites parties, tu vois? Je connais pas parfaitement Google, je connais pas parfaitement, Amazon, mais je comprends quand même les grands pôles, de Ouais, ces les grands axes. business-là et je comprends qu'est-ce qui va driver leur croissance sur le futur et en quoi ils sont, unique et différencié. Ce que des fois, je ne comprends pas avec une boîte comme Nvidia. Quoi. Donc, mon Clem, tout ça pour dire, on se termine Conclusion, la sur checklist. La tier list. la checklist. Alors, qu'est-ce que ça donne sur une tier list? Voilà le classement qu'on a pour l'instant. Donc, je crois qu'on s'est quand même, on a quand même pas mal suivi les ETF, sauf Nvidia. Je crois qu'on a fait un gros switch sur Nvidia. Ouais. Donc, j'ai déplacé Amazon en troisième. Je pense que c'est compliqué, quoi. Franchement, de choisir. euh, Moi, je je veux pense dire, qu'il y a c'est il y a décret. il y aurait 2-3 changements possibles, ça ne veut pas dire à faire. Moi, je pense que les 2 premières positions sont bonnes, malgré, une faible croissance d'Apple, qui sera peut-être moins important dans les prochaines années. Alors, Ça vas-y, reste quand même, On fait Clément et Roman, hein. Vas-y, donc vas-y, je commence. Dis-moi toi ce que tu vois et moi je te dirai mon classement. Donc qu'est-ce que moi tu je mets? Donc vois tu un mets Microsoft en Microsoft, premier. ouais, 1 Microsoft, 2 Apple, 3 Amazon, allez, 4 Allez, Google et je pense que je vais garder les 5 premières et je vais juste inverser peut-être les 2 dernières. donc tu mets Je mettrai Meta, peut-être, en cinquième ouais, je mettrai peut-être, et tu mets Nvidia parce qu'au devant niveau Tesla. ouais, parce qu'au niveau des chiffres quand même, on a quand même beaucoup plus de profitabilité, au niveau de chez OK. Nvidia aujourd'hui que chez Tesla. Donc, si je suis aligné avec ce que je dis dans mes contenus et que je suis quand même, pertinent, par rapport à ça, je pense que Nvidia aujourd'hui est peut-être de meilleure qualité que Tesla. Après, ça ne veut pas dire que ce sera le cas dans 5 ans, mais à l'instant T, je la verrai comme ça. OK. Alors moi, je vais le faire, mais peut-être à l'inverse. Donc, je commence avec Nvidia en dernier parce que je l'ai dit, je maîtrise pas du tout le domaine et donc c'est très compliqué pour moi. Tesla, je comprends un peu plus la hype et même moi, j'achèterais probablement une Tesla comme voiture. Donc, ils ont su faire un peu comme Apple. Et donc, je pense que même si voilà, c'est très compliqué la voiture, la profitabilité, je pense qu'ils se sont quand même créé une douve assez importante à voir comment les concurrents de la voiture électrique vont se positionner. C'est pas des boîtes, dans tous les cas, ces deux boîtes-là, pour l'instant, c'est pas des boîtes que j'achèterais. Ensuite, clairement, je mets Meta derrière. Je vais expliquer pourquoi. Je trouve que le business est moins puissant. Je suis aussi moins utilisateur que Google sur les produits. Ensuite, c'est là que ça devient compliqué entre ces quatre-là, parce que ces quatre-là, franchement, vraiment, c'est les quatre boîtes que je pourrais acheter, sur lesquelles j'aimerais me positionner. Euh, je pense que tout dépend, à nouveau, si tu privilégies la profitabilité ou la croissance. Si tu privilégies la profitabilité, je pense que du coup, Amazon serait plutôt en quatrième position. Et du coup, je mettrais Google ici euh, parce que je pense que la douve est quand même un peu moins forte que celle d'Apple. Ah, mais même, ouais, et même Microsoft, c'est chaud. En vrai, la séparation entre les quatre, elle est compliquée. Mais Ouais, vraiment, je pense que Amazon, en termes de douve, si après tu fais un classement purement en termes de douve, le business que je vois le moins se remplacer, je ne sais même pas si Amazon n'est pas premier, tu vois. Parce qu'en fait, à nouveau, ils sont devant Microsoft en termes de cloud. Et ouais. ils ont aussi une partie e-commerce qui est monstrueuse et qui est vraiment, je vois pas comment, tu vois, ça va être très compliqué pour, tu vois, je veux dire, tu veux acheter un truc aujourd'hui, voilà, Price Minister et ses discounts, voilà, ça n'existe plus, quoi. C'est soit Non, Amazon, c'est soit clair. tu vas sur des boutiques e-commerce qui sont propulsées par Shopify, tu vois. Je Mais pense qu'aujourd'hui, acheter Amazon aujourd'hui, c'est faire un peu plus un pari que les 3 autres boîtes du top 4. Mais c'est clairement pas un choix, idiot, je pense, quand tu analyses le business en lui-même et que tu vois, tout ce qu'on a raconté sur Amazon, avec, l'avantage concurrentiel qu'ils ont développé sur plusieurs points, en fait. C'est ça qui est très fort avec Amazon, c'est que, sur différents axes, ils sont excellents, sur plusieurs trucs et en plus, ils sont en train de développer la pub parce qu'on en a pas énormément parlé, mais ils sont en train d'arriver assez fort aussi avec, les pubs qu'ils font donc
Ouais, et Ouais, je sais pas. je connais des vendeurs sur Amazon et donc, tu vois, même tu dis Amazon, il y a plein de gars, c'est leur business de vendre aussi sur Amazon et ils me disent, tout ce qu'on donne à Amazon en termes de frais, tu vois, pour pouvoir vendre sur sa marketplace, pour pouvoir faire des publicités sur sa marketplace, enfin, c'est monstrueux et je pense que ça va faire que gagner. Donc voilà, si je devais, moi, mon système, vu que je suis quand même vraiment axé sur la profitabilité et je veux être sûr de ce que j'achète en termes de profit, d'équilibre entre profit et douve, je ferais plutôt le classement là. Mais si je parle en termes de pure douve, je pense qu'Amazon, et du coup, j'ai hâte de voir s'ils arrivent à devenir plus profitables et plus stables en termes de profitabilité. C'est vraiment la boîte que je mettrais probablement en premier. Tu vois, la boîte qui, à mon avis, se fera disrupter très, très, très difficilement parce qu'ils sont à la fois très bons sur la partie professionnelle et très bons sur la partie personnelle. Mm. Microsoft, je le mettrai en deuxième parce que, à nouveau, en termes de douve, d'ici que les boîtes arrêtent d'utiliser le logiciel Microsoft, ça va être long. Apple, ils ont une énorme douve aussi, mais cette fois-ci, c'est plus des consommateurs et donc pour moi, elle est légèrement plus faible que celle de Microsoft. Et je mets quand même Google en dernier parce qu'on a dit qu'il y avait quand même beaucoup de produits qui sont utilisés, mais aujourd'hui, ils sont challengés sur le search. YouTube, ils ont aussi quand même un peu des, même si bon, voilà, YouTube c'est excellent, ils ont un peu des concurrents aussi un peu à droite à gauche. Et à nouveau, c'est des revenus qui proviennent de la publicité qui peut être assez variable. Et Un peu plus Google a fait cyclique, ouais, beaucoup, a peut-être. beaucoup investi dans des, tu vois, ils ont des projets de voitures autonomes, etc. Mais il n'y a jamais vraiment un autre projet qui a fonctionné, quoi. Aujourd'hui, ils sont encore beaucoup Ouais. sur le search. Ouais, quand tu regardes Et, les et Google Pixel, par exemple, les téléphones, bah, ça a jamais. C'est des bons téléphones, tu vois, mais je sais pas, ça n'a pas la hype que peut avoir un iPhone. ouais, bah, ils ont du mal. Et donc, c'est vrai que, tu vois, autant ces boîtes-là, je leur donne, tu sais, mon système, c'est 3 étoiles. Donc, moi, j'achète que des boîtes à 3 étoiles. Donc, j'estime 90% de chances de succès. Pour moi, les 3 dernières, là, c'est 2 étoiles seulement. Même Nvidia, je donnerais qu'une étoile parce que je comprends vraiment pas. Euh, Google, je sais pas si je donne 3 étoiles. Et les 3 premières, je donne 3 étoiles, tu vois, je pense. Mais Amazon, c'est plus les chiffres qui posent souci. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis surtout positionné sur Microsoft et Apple. Parce que pour moi, c'est les deux, c'est les boîtes qui ont les deux. Elles ont à la fois de la profitabilité prouvée et des douves. Alors que sur Google, on est un peu plus sur est-ce que la croissance future, on a un peu des doutes, mais il y a de la profitabilité. Et Amazon, c'est le contraire. Il y a des douves, mais la profitabilité est un peu compliquée. Mais probablement que les douves sont quand même très fortes, quoi. Ouais. Bon, je pense que c'est pas mal. Ça fait une bonne vidéo d'1 h 30. C'était très chouette comme Bah, concept. En vrai, c'était en cool. même temps, noter cette action, sachant que Ouais, chaque ouais. action aurait pu faire une vidéo complète. Donc, Non, mais c'était très chouette comme concept là. En vrai, c'est un truc qu'on pourrait répéter de temps en temps. Ça peut être marrant avec pas forcément les 7 meilleurs, mais je sais pas, parler des boîtes françaises ou j'en sais rien, tu vois. Ça peut être rigolo ouais, on aussi pourrait se faire. de Vous faire nous un dites en concept comme commentaire, ça. mais on pourrait se faire une version les meilleurs ETF, les meilleures actions françaises, Ouais. les meilleurs investisseurs. Tu vois, c'est un format que tu peux mettre à plein de niveaux différents. Et c'est marrant en plus Euh, parce que ça permet de discuter sur plein de sujets différents et en restant dans un axe. Parce que là, pour le coup, pour une fois, soyez fiers de nous, on n'est pas trop parti en steak. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc ça permet d'avoir une bonne ligne directrice ce format. Donc c'était très cool, ouais. ouais. Et puis à la fin, ce qui est cool avec ce truc-là, c'est qu'à la fin, on a quand même un résumé, tu vois, et on voit un peu le classement, ton classement et le mien. Donc moi, je vais peut-être, enfin, il faut quand même que je termine le mien parce que du coup, j'ai fait 2 classements, j'ai triché, le truc qu'il faut pas faire, tu vois, normalement. Donc je vais terminer le mien et comme ça ça fera un petit screenshot peut-être à partager sur les réseaux, ça peut être marrant de voir comment on arrive à la fin, tu vois, sur notre classement des GAFAM et puis que vous nous dites en commentaire, vous, si vous les auriez classés différemment que ça. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Et c'est vrai que les prochaines fois, on essaiera de faire peut-être des formats. Si on fait un format un peu plus freestyle, on le mettra dans le titre pour que vous sachiez, parce que je pense qu'on a certains d'entre vous qui préfèrent, en termes de commentaires, on a vu que certains d'entre vous préféraient du coup un format où on est plus naturel, où on s'exprime, on parle de plein de choses différentes. Et certains d'entre vous préfèrent quand on est bien focus sur un sujet. Donc on fera un peu les deux. Quand ça sera un peu plus naturel, chill, on mettra plein de mots-clés différents de tous les sujets qu'on a parlé dans le podcast. Et là, quand ça sera vraiment un sujet focus, le titre, ça sera vraiment le sujet dont on a parlé. Et comme ça s'il y a un type d'épisode que vous préférez, vous pourriez facilement choisir lorsque c'est le moment de cliquer sur l'épisode, De que ce soit préférence. sur Spotify ou YouTube. Tu me raffiches la petite tier list, tu l'as fini, et comme ça, je fais une petite story là avec ta Ah oui, petite tu veux tronche. faire oh là là, en live. Ah là là, tu me laisses pas le temps de réfléchir en plus. Il va falloir faut que je Non, partage. mais c'est un Tu le moment vois figé. l'écran là? Ouais, c'est good. Donc moi, par rapport à ce que j'ai fait, bah du coup, forcément, il faut que je monte Amazon. Forcément, il faut que je monte Amazon. Est-ce que je monte Amazon? Tu vois, je pense que je fais ça. Non, attends. Je mets Amazon du coup en 3e position et je mets Google en 4, je pense. Bon, on se retrouve Mais quasiment à la même chose, mis à part Tesla et Nvidia. De toute façon,
Enfin, c'est un peu le bas du classement Ouais. qu'on n'aurait pas acheté en portefeuille, donc la question se pose pas non plus. Ouais, c'est vrai que finalement, on se retrouve vraiment, au même classement. Je pensais on allait quand même arriver à un truc différent et en vrai, Amazon, ça peut monter en fonction de ce qui va se passer dans le futur, surtout si Apple parvient pas forcément à générer de la croissance. Hem, mais ouais, et Microsoft, pour le détrôner, ça va être peut-être plus compliqué parce qu'eux, ils ont vraiment croissance et profitabilité pour eux. Donc Après mais que Amazon, en fait en termes de clients, moi, je suis plus client, je sais pas toi aussi, c'est naturellement, du coup, j'ai plus envie d'aller vers les oui, produits que j'utilise. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup Apple, Amazon, Google. Je pense que c'est les trois. Microsoft un peu moins. Et donc, ça me gêne peut-être un peu de l'avoir en premier. Et en même temps, je ne sais pas par quoi le remplacer, quoi. mais C'est ouais, en tout cas, ça va être, intéressant de suivre ça et parce que Amazon, vraiment sur les 5 premières, au final, d'après ce qu'on a dit là, à voir si ça se réalise, mais c'est celle qui a, sûrement le plus, la plus belle évolution possible dans les années à venir si vraiment ils carrément. mettent l'accent sur la profitabilité et qu'ils récoltent les fruits de tout ce qu'ils ont mis en place. Donc ça peut devenir un sacré rouleau compresseur quand même, hein. Quand on parle de S&P 500, vous savez, tu sais, ils sont basés sur le market cap. Et donc là, aujourd'hui, dans S&P 500, finalement, le market cap d'Amazon, c'est 1,8 trillion, donc Ouais. 1818 milliards, et 3049 sur Microsoft. Et même, moi, ce que je trouve fou, c'est que Nvidia est à 1970. Donc là, c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec le S&P 500, c'est qu'aujourd'hui, tu achètes un S&P 500, tu vas avoir plus de Nvidia qu'à d'Amazon. Alors que pour moi, clairement, je mettrais beaucoup, beaucoup moins d'Amazon, de Nvidia, excusez-moi, que de Amazon dans mon portefeuille, tu vois. Donc, autant je suis plutôt d'accord avec le début du classement, c'est-à-dire Microsoft, Apple, mais ensuite d'avoir Nvidia en troisième position, pour moi, c'est assez spéculatif. Et clairement, je trouve que Amazon a un bien meilleur business que ça. Et même en termes tu vois, de multiples, finalement, Apple pèse, alors là, je vais devoir le faire de tête, mais pèse plus de 2 fois Amazon. Et je ne suis pas d'accord, en fait, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que pour Ouais. moi, Apple devrait valoir plus, à mon avis, le business d'Apple devrait valoir plus que celui d'Amazon, mais en fait, ou quasiment ex aequo, tu vois. Et là, on voit qu'Amazon, finalement, vaut 1818 contre 2818 pour Apple. Donc, Après, tu vois. ils sont sanctionnés par rapport aux chiffres et c'est ce qu'on a relevé, tu vois? C'est qu'ils ont eu, 2 années de trous et forcément, bah, ils se sont fait sanctionner dessus. Mais tu enlèves ces 2 années de trous et tu enlèves ce creux au niveau du prix, et donc de la capitalisation derrière, bah, peut-être qu'Amazon serait aujourd'hui au niveau d'Apple. Mais est-ce qu'ils auraient la capacité d'avoir la croissance qu'ils vont avoir dans les prochaines années s'ils n'avaient pas fait ce trou comme, on en a discuté tout à l'heure? En fait, c'est ça qui est marrant, tu vois? C'est qu'il faut toujours avoir de l'adaptabilité et ne pas se reposer que sur les chiffres ou que sur la partie, analyse fondamentale. C'est vraiment un mix des 2 et c'est Les ça deux. ouais, qui est cool, tu vois? C'est un petit Cluedo, en fait, hein. Faut Ben, trouver et c'est faut ça. chercher. Et c'est pour ça qu'on a mis, à mon avis, Microsoft et Apple devant. C'est parce que c'est vraiment les boîtes qui ont les deux, la Mais donc profitabilité et l'histoire qui va bien avec. ouais, Et voilà. maintenant, Si tu fais, à voir le comment ça va parallèle évoluer. avec le On va Cluedo, suivre. ouais, si tu fais le parallèle avec un avec un jeu comme ça, disons que, Microsoft et Apple, c'est les deux trucs que tu trouves le plus vite dans le jeu, tu vois? Genre, les réponses sont assez évidentes. Derrière, il y a un Voilà. peu plus de questions sur Amazon, Google, encore plus de questions sur, Meta et Tesla et Nvidia, peut-être qu'on les trouvera, pas. Peut-être qu'on les trouvera dans la cuisine, le colonel Moutarde Avec, avec le couteau. avec le couteau. Mais oui, c'est ça, c'est la prédictibilité qui compte beaucoup finalement. Plus une entreprise a déjà prouvé par le passé qu'elle était capable d'être rentable et stable, plus forcément, les gens vont vouloir l'acheter parce qu'on se dit: «Bon, c'est des revenus qui, voilà, qui ont jamais déçu». Et du coup, moins il y a de prédictibilité, plus il y a moyen qu'elle fasse super bien, mais en même temps, on n'est pas sûr et plus forcément la valorisation va être compressée. Et c'est là où, du coup, tu peux te positionner différemment du marché en fonction de toi, tes convictions. Si tu penses vraiment qu'Amazon, va vraiment délivrer cette croissance future, tu te positionnes dessus. Si tu penses qu'au contraire, c'est trop incertain, tu achètes pas, quoi. Bon, c'était pas mal ce petit épisode. On va conclure Très cool, là-dessus, mon je pense. Seb. Ça fait une bonne heure et demie. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé le concept. Si c'est le cas, on le refera parce que, je pense que toi comme moi, on a bien kiffé et voilà. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire, aux Non, toutes les personnes qui nous écoutent? on vous On est souhaite, good? de bons investissements. Dites-nous, votre tier list évidemment en commentaire, ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve dans 2 semaines. Tchuss. Bisous.